Bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH. Le plateau du JDH, donc le journal du hardware, rebaptisé le JDH pour faire bien parce que c'est encore plus joli. Je suis content de vous accueillir ici avec, comme toujours, une bande extraordinaire. Alors avant de les montrer, parce que suspense quand même, parce que bonbon pour les yeux, beauté pour le corps, dans cette émission, toujours des rubriques de tous les côtés parce qu'on a fait 6 rubriques. Parce qu'avant, je vous rappelle, on avait 3 rubriques, maintenant on a 6 rubriques, on a vraiment joué l'opulence, puisqu'il va y avoir bien sûr des news, il va y avoir le journal du software, truc super important qui a été introduit dans cette émission parce qu'avant on avait du hardware, maintenant on a du software. Maintenant du coup on a beaucoup de software et moins de hardware, mais on va corriger le tir, croyez-moi, sur parole. Il y aura un gros dossier tout à l'heure dont on parlera tout à l'heure avec bien sûr les invités, un décryptage important, ça parce que toutes les semaines on est là, on vous parle, on vous dit des tas de trucs, il y a des termes techniques pas possibles, et du coup il y a plein de gens qui nous contactent en disant mais qu'est-ce que vous racontez? Et à un moment donné on va leur dire de quoi on parle, on va décrypter comme ça, un mot par semaine, il y aura des tests et il y aura des bons plans. Les bons plans de Monsieur Nani, c'est un truc super important parce que ça permet de gagner un petit peu d'argent parce que quelquefois, les bons plans permettent d'économiser. À un moment où on voulait acheter un truc, on dit bon, c'est pas encore le moment, le bon plan, on va l'attendre. Il faut donc attendre cette émission et Monsieur Nani, c'est pour le faire. Voilà, quelle intro extraordinaire, c'est hollywoodien. Messieurs, dames, voici maintenant les gens qui vont vous accompagner pendant ces 2 heures. Nous sommes donc en direct, directement sur Twitch, le stream, et après il y aura les replays, il y aura plein de trucs. Donc même si vous nous rattrapez avec bonheur, c'est ça qui est important. Cassim, comment ça va? Bonjour, bonjour. T'es plus fort, Bonjour, maman, je suis sur Twitch. Non, oui. Moi, je sais pas, tu me parles de hollywoodien, alors je me crois, tu vois, sur le tapis rouge. Mais parle fort pour qu'on t'entende au bout de la salle. Mais ça va très bien. J'ai la pêche. Wouh. Voilà, on y croit à fond. Je suis au bout de ma vie, ok. Bon, voilà, je suis au bout de ma vie. Les mecs atterrissent ici quand ils sont au bout de leur vie. Cassim qui travaille chez Frandroid, voilà. J'ai pas trompé cette fois-ci. Oui, exactement. C'est bien, tu m'as laissé le temps de le dire, en fait, du coup. La dernière fois, j'ai fait une erreur. Monsieur Nanix. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, quand je te vois, c'est toujours le bonheur. Bah pareil. Parce que franchement, tu as toujours des trucs incroyables et tu sais très bien jouer le candide. Quelquefois, c'est super important. Exactement. Parce que tu poses des questions que nous, on se pose pas et c'est pas bien qu'on se les pose pas. Et tu es là et tu viens, là, tu nous mets une tannée et comme ça nous aide à tous. Parfois, la question que vous n'avez pas envie de vous poser. Vous êtes savoir le prix. Vous pouvez pas en parler. Attends, voilà. je vais tousser. C'est du vrai, la vraie toux cette fois-ci. Oh, j'ai la crève. Quel acteur. T'as pas idée. Alors, côté tapis rouge, on a Captain Web. Et oui, bonjour Pépé. Ça va? Ben ça va. Écoute, je suis seul à être en pleine forme et à ne pas être malade aujourd'hui, non? Ben oui. Ça accuse tout de suite. Ça ajuste un peu le niveau. Vous êtes deux à Oui. pas être malade. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure, par exemple? Oh, on va parler de plein de choses, mais on va surtout parler de Bing, chat Bing. On a fait des petits tests là, et puis on a des extraits pour vous. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Il paraît que c'est succulent. On m'a dit tout à l'heure. J'ai pas vu les extraits. On m'a dit sincèrement, Il y a c'est 2-3 assez trucs ouf. sympas. C'est un bon outil. Il y a peut-être quelques améliorations, mais on en parlera tout à l'heure. Monsieur Otaksu, un homme qui n'a pas besoin d'être amélioré parce qu'il est déjà en enhanced. Comment ça va? Incroyable, mais bien sûr, je te regarde avec mes yeux bioniques. Cyberpunk est avec nous. Ça va très très bien. Cette semaine, j'ai eu l'occasion, avec l'ami Cassim d'ailleurs, de passer chez Acer, voir un peu les plans 2023. Du coup, on va en parler un petit peu. Il y a plein de petites choses qui me hype. Et j'avoue que j'arrive à chaque fois sur le JDH, genre, quand je suis un peu fatigué, puis tu vois le générique boom boom là, ça me remet en pièces immédiatement. On est good là, on est chaud là. Vous voulez parler de 3D ou pas avec On va parler Acer? de 3D, bien sûr qu'on va parler de 3D. Parce qu'on a eu un super happening la semaine dernière, justement, avec le récap, Et avec Acer, justement, avec Karim. ça fait la Virginie. suite de ce dont on avait déjà parlé la semaine dernière, notamment le Helios 300 Special Labs. Ouais. Donc ça, du coup, je me suis pas focalisé dessus, mais il y avait d'autres produits assez sympas et surtout, on a parlé un petit peu, comment dire, stratégie 2023, vision. Donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. C'est vachement bien. Vous vous rendez compte un petit peu entre la bande Crash la mort et le menu, si vous restez pas, ben non quoi. Et, En toi, plus, et toi, Pépé, comment ça va? Ah mais moi je vais très très bien. Je suis en pleine forme. Tout à l'heure, je vais intervenir un petit peu. Merci. Un sur 4 qui pense à moi. C'est pas possible. Les gars, pas possible. C'est le Fayot hein, qui Oui, c'est le intervient, du coup. Fayot. Voilà, c'est J'ai ça. un peu la crève, mais une crève de bonheur. Ça qui est beau. Donc, truc important, c'est que vous allez avoir maintenant non pas uniquement des gens étonnants, un planning absolument étonnant, mais également d'un beau jingle. Un jingle avec l'actu de la semaine. Let's go disco! On attaque avec toi, Otaksu. Tu as la voix claire? Oui, la voix claire, merci le Strepsil. Puisque cette semaine, SteamOS a dévoilé sa nouvelle version en bêta, à savoir le 3.4.6. Alors, il y a plusieurs choses qui ont évolué, évidemment, notamment le fait que certains bugs causés par Wolong Fallen Dynasty ont été corrigés, mais le plus intéressant dans cette petite mise à jour, c'est l'avant-dernière ligne même du changelog,
puisqu'il nous apprend que le ray tracing est désormais disponible pour Doom Eternal. Le ray tracing sur le Steam Deck. Rappelez-vous que c'est juste un petit SoC un petit peu tout pourri, hein, mais basé sur RDNA 2 quand même. On le savait que physiquement parlant, technologiquement parlant, la puce pouvait avoir le ray tracing. Maintenant, c'était pas garanti que évidemment ce soit utilisé parce qu'on est quand même sur une puissance assez contenue, assez maîtrisée. Mais on a pu voir que notamment, sur Doom Eternal du coup, on peut avoir le ray tracing activé avec les graphismes en médium et garder un 30 fps assez stable. Ça va à 40 fps généralement. Quand habituellement en high, on a un 60 fps qui tombe à 40-45 la plupart du temps. Donc, pour ceux qui aiment l'effet ray tracing, c'est déjà un premier pas, mais surtout, c'est quand même un... Comment dire ? Moi, si j'ai choisi cette news, c'est surtout pour souligner à quel point le Steam Deck évolue de ouf. On le doit notamment à Pierre-Loup Griffet, qui est celui qui a travaillé notamment sur le ray tracing, un développeur de chez Valve, mais qui est aussi en train de bosser sur la compatibilité HDR pour les écrans externes, du coup, parce que l'écran intégré n'est pas compatible HDR du tout. On peut voir toutes les semaines des jeux être intégrés dans la surcouche Proton, qui permet la surcouche de traduction, qui permet de passer du code Windows sur les plateformes libres, notamment OpenGL et Vulkan, etc. Donc vraiment, en fait, à chaque fois qu'on se dit, là, on est au bout de ce que le Steam Deck peut faire, t'as un développeur qui arrive en mode, attends, j'ai une idée, j'ai testé une dinguerie. Là, pour l'instant, c'est que disponible sur Doom Eternal, mais je pense que c'est un bon signe que le ray tracing pourrait arriver sur d'autres titres. Oui, après je trouve que Doom Eternal pour le coup c'est un très bon exemple puisque c'est quand même un des jeux les mieux optimisés au monde. C'est une prouesse technique incroyable sur toutes les plateformes où il est, c'est très très fluide. Je pense que je me demande s'il a pas un mode 60 et 120 fps sur Xbox Series S par exemple. Enfin, il est très 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 bien optimisé sur toutes les plateformes où il est et c'est souvent un très bon benchmark sur PC quand tu veux pousser une carte graphique à fond. Pour pousser les FPS, je crois qu'il y a des cartes graphiques qui sont capables de monter à 1000 FPS sur le jeu. Oui, totalement. 1000 FPS. Voilà. On est d'accord. Oui, ça a bien été dit. C'est un jeu, ça demande. Si tu dois tester le taux de rafraîchissement d'un écran, clairement, Doom Eternal est très très pratique pour ça. Mais c'est qu'il suit la tradition de Doom quelque part, où on connaît Doom pour le premier titre qui pouvait tourner sur une cafetière, qu'on peut faire tourner sur un petit peu tout aujourd'hui. On s'amuse à faire ça. J'ai très hâte de voir leur prochain jeu fait uniquement pour les consoles de nouvelle génération. J'avoue. Mais après, il y a un autre truc que ça souligne, et moi, ça me fait marrer un petit peu à chaque fois que je regarde le Steam Deck, parce que le Steam Deck, c'est trop cool. Mais ça a aussi rappelé un petit peu aux joueurs PC qu'il n'y avait pas forcément besoin de pousser les graphismes à fond pour s'amuser sur un jeu vidéo. Et tu vois, on se moquait de la version de Nintendo Switch de Doom. Et au final, maintenant, quand tu tournes sur Steam Deck, on a oh, c'est incroyable et tout. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose, les gars. Mais ça, c'est le PC. Que veux-tu, tu vois ? C'est nos amis, on les aime. On attend de voir si Call of Duty tournera sur la Switch. Ouais, ça, par contre, je l'attendais, celle-là. Je sais pas pourquoi je me dis ça va tomber. C'est toi. Hasard. On va rester dans un univers étonnant avec Captain Moeb. Oui. On va parler à nouveau. De VR. De VR. Voilà, on va même partir dans un autre métavers, puisqu'on va parler du casque, bien sûr, VR MetaQuest Pro, donc de Meta, qui était sorti il y a de ça pas très longtemps, c'était il y a quelques mois, octobre si je me souviens bien, et pour la modique somme de 1500 balles, ce qui fait un peu cher pour le commun des mortels, on va pas se le cacher. C'était en dollars ou euros C'était en dollars ou en euros alors en euros, non, on est... C'est en euros, hein. Non, on est, excusez-moi, 1500 $, 1800 €. Voilà, c'est pour ça, j'ai mes fiches. C'est vendu comme un casque pro, hein. Effectivement, c'est un casque qui a de belles caractéristiques. Donc évidemment, c'est un casque standalone, donc il n'a pas besoin de le brancher à un PC, ça c'est un peu essentiel. C'est un casque très haut de gamme qui fait de la VR et de la réalité augmentée, même sur la réalité augmentée. Bon, il y a des petits trucs, les gens ne sont pas tout à fait d'accord dessus, mais en tout cas, ça le fait. Processeur Snapdragon XR2+, 722 grammes, 2 écrans, 256 Go de stockage, etc., etc. Par contre, compte Meta obligatoire, ce qui fait grincer un peu des dents. Voilà, si vous n'aimez pas Facebook et vous n'avez pas envie de vous connecter à Meta, si vous achetez le casque, vous n'aurez pas le choix. Alors pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a eu une grosse baisse de prix, et même une énorme baisse de prix, puisqu'il a perdu un tiers de son prix. Carrément. C'est mon bon plan. Oui, j'allais dire. Non. Bon plan. C'est vrai ou pas ? J'allais dire, je remarque qu'on en parle en actualité et pas en bon plan. Est-ce que du coup, c'est peut-être que la baisse de prix n'en fait pas quand même oui. Ouais, alors est-ce que c'est un bon plan ? J'aurais pu faire la vanne, mais non. Oui, mais tu as tout à fait raison. Est-ce que c'est encore un bon plan ? Puisque désormais, à moins 33%, il tombe à 1200 €.
Ok. Ce qui reste quand même un peu cher, on va pas se le cacher. Ah, c'est ça. Voilà. Ça reste. C'est ça le truc. C'est une énorme baisse de prix. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il baisse le prix? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées chez les spécialistes. La première, évidemment, c'est qu'il ne s'est pas assez vendu et qu'au moment où d'autres casques, comme le PSVR 2, est en train d'arriver, eh bien, il va peut-être falloir effectivement écouler les Adapté au stocks. marché, hein, Voilà. tout bêtement, Il y a hein. Un le. nouveau concurrent qui arrive, le concurrent est à un autre prix, et donc du coup, il faut essayer de se rapprocher du prix de ce concurrent-là si tu veux être de nouveau concurrentiel et que les gens aient envie de t'acheter, quoi. J'ai plus le prix en tête, mais il y a le HTC Vive Pro, justement, enfin XR Pro qui est arrivé, Elite XR Pro, quelque chose comme ça. Bon, je ne me rappelle plus, j'ai plus le nom exactement en tête, mais c'est le casque qui est très concurrentiel du MetaQuest Pro et qui est autour des 1200-1300 euros. Donc il fallait baisser le prix, je pense, Voilà. pour arriver en face. Quoi. Oui, Je disais. Ouais. effectivement, c'est une des raisons très probables. Il y a aussi, alors, Cluby qui avait évoqué le fait que peut-être que c'était simplement qu'en fait, ils avaient pensé que ça se vendrait à ce prix-là, qu'au final, ça leur coûte pas si cher à produire et qu'ils se sont dit, on va baisser le prix. Je suis pas certain, parce C'est que... pas ça très plausible. Moi. Ouais. Voilà, Non, ça veut quoi non. Ça veut dire que le prix aurait été surgonflé? Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils seraient dit, oh, de toute façon, 1500 balles, c'est un casque, enfin 1800 même euros, c'est un casque pro, ça va partir. Bah, je pense justement que ça visait un marché pro et que les pros ont fait boum. Donc maintenant, peut-être qu'ils essaient justement d'aller toucher plus des. Moi, j'ai une autre théorie. Vas-y, vas-y, Cassim, J'ai vas-y, une théorie vas-y. que avant, parce que Meta, en fait, ils ont augmenté leur prix en 2022. J'ai une théorie Ils ont qu'avant, ils rebaissé cassaient après, les ouais. prix, donc ils vendaient à perte comme les constructeurs de consoles peuvent le faire. Mais ils ont essayé de racheter une startup et ça a été compliqué. Ils ont essayé de racheter Within, qui est une startup dans la VR, et donc il fallait faire profil bas vis-à-vis de l'autorité de la concurrence. Donc c'était pas le moment peut-être de vendre à perte justement. Et donc ils avaient augmenté leur prix pour les MetaQuest et ils avaient annoncé le MetaQuest Pro à 1800 balles là. Et maintenant que les Américains ont été retoqués, qu'ils ont pu racheter Within correctement. Du coup, ils n'ont plus besoin. Donc potentiellement, ils peuvent, C'est une ils théorie peuvent qui se tient, rejouer. effectivement. Non. ils peuvent Vu l'état actuel des finances de Meta, Oui, plus alors, l'action qui chute, etc., je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en mode viens, on vend à perte. Tu vois, après, bon, ouais, c'est Meta, ils en sont Le problème, c'est capables. que quoi, leur mais- gros projet, c'est le métavers. Et le métavers, aujourd'hui, en gros, on parlait que de ça l'année dernière. Aujourd'hui, on parle que de l'IA. Bah, justement, on pourra en parler tout à l'heure avec le Mobile World Congress, parce qu'on est allés donc tous à Barcelone. Ouais. Et l'année dernière, il y avait des démos, enfin ce que j'appelle des démos de métavers partout. On mettait les gens en configuration avec des écrans derrière, on les envoyait, et puis cette année, C'était l'année du métavers l'année dernière, l'année de l'IA aujourd'hui. et voilà, cette année, c'était une Après, il y en transition. avait toujours. Il y en Mais, avait. Là où c'était dans le hall 1, 2, 3, les J'ai plus fait tous les visités, halls. là, chez on était Rotaxi. plutôt dans le 6, 7, 8 et c'était toujours des projets un Le petit fou. peu tristes qui s'appelaient Métavers. Et la dernière déclaration, pour aller dans ton sens, c'est la dernière déclaration en date de Zuckerberg, donc le patron de Meta. Il a plutôt dit on va réinvestir dans l'IA et on va créer de l'investissement dans l'intelligence artificielle. Donc le Meta, t'as l'impression que c'est passé de mode. Quoi. Bah, Je pense que ce sera un sujet à creuser, mais il y a eu les annonces où tout le monde s'est mis, donc Meta, etc. Tout le monde a annoncé son même en entreprise, je crois Carrefour aussi. a Ah, mais annoncé partout. tout le Ah monde, oui, tout le monde. Tout le monde n'a pas changé le nom de sa boîte pour. Voilà. Mais en gros, tout le monde s'est mis, tout le monde a fait de la com avec des démos à l'appui, en pensant que professionnels, entreprises et grand public, les trois mélangés, allaient y aller en masse. De tas des courses après 6-8 mois d'annonces, tout le monde n'y est pas allé en masse. Et donc, du coup, l'IA, j'ai l'impression que ça excite un peu plus les gens que C'est vachement plus concret, quoi. le métavers, quoi. J'ai dit multivers en plus tout à l'heure, rien à voir, mais le métavers. Mais excusez-moi, déformation Marvel. On Mais, ne t'en veut pas, on l'a. Vraiment pas. On aurait pu la faire nous aussi. L'IA est immédiatement beaucoup plus convaincante, je trouve. Dans les applications et tout, tu les En imagines fait, beaucoup plus les rapidement gens- que le métavers qui fait peur à tout le monde. C'est ça, en fait, plus, c'est quoi. plus concret. Et les gens peuvent se projeter plus facilement sur quelque chose en plus qui est facilement malléable et palpable pour eux à travers Internet, en fait. Le métavers, le truc qui a toujours été bizarre, c'est que globalement, c'est la dystopie négative que tous les films ont décrit et que personne ne voulait, sauf apparemment Mark Zuckerberg qui a vu le film et qui s'est dit mais ça a l'air trop cool. C'est ça, l'avenir. Il est passé à côté de la morale du film, quoi. Est-ce que quelqu'un connaît la douloureuse? Parce qu'il y avait des chiffres qui avaient été évoqués sur la perte, ce que ça a coûté, ce que c'est. Je crois ils étaient à 10 milliards par an, quelque chose comme ça, peut-être même 20 milliards, Super. non? Je me souviens. Ouais, C'était énorme. hein. ils Déjà, ont- c'était- leur c'est- branche, c'est- leur c'est branche mirobolant. VR est en perte Ouais, tout à fait, lourde. ouais. Alors, par contre, il y a une présentation interne qui a fuité et a priori, ils auraient vendu 20 millions de casques. Alors attention, ça comprend Quest 2, Ouais. Quest Pro. 20 Oui. millions en tout. Ok. Mais en fait, le retour sur les gens actifs sur ces casques-là serait très très bas. On parlait de 10%. Donc en gros, Ah ouais, bah, si tu veux, voilà, il y a ça, c'est eu un un casque que tu achètes gros et tu le mets au boom de- placard. c'est l'appareil à raclette, hein, tu Bah voilà. le mets dans ton placard et tu le ressors que Ouais. pour faire Mais imprimer non, la mais galerie à il a Noël. raison, Cassim. C'est mais- l'appareil à raclette. Ouais, mais pas à raclette. Mais voilà. Excusez-moi, à partir de novembre, Non, mais- il fonctionne. Attendez, mais les garçons, quand on y repense, quand même, par rapport à tout le tapage qu'il y a eu autour, la façon dont on l'a vu sur les salons de tous les côtés, on est quand même sur quelque chose qui est un cas d'école, presque. Il y a vraiment
quelqu'un qui a cru, qui a entraîné tout le monde là-dedans, et comme tu le dis si bien, des entités qui sont dans le secteur, dans le business, qui ont eu l'impression que c'était la solution ultime, alors qu'à la base, peut-être, la plupart des gens ne comprenaient même pas ce que c'était. C'était peut-être aussi ça, à la base aussi. Et je pense que- Oui, quand tu parles, excuse-moi, mais quand tu parles de crypto-monnaie, Le Web 3, quoi. Ouais, le Web fondamentalement. 3, Le NFT. La blockchain. Ouais, les blockchain. NFT. Voilà, merci, les NFT. Le nombre d'émissions, on en a parlé combien de fois On fait dans tous les JDH, mots-clés. la saison dernière? Combien de fois on en a parlé dans Starter ou d'autres émissions sur le stream, voire même le récap? À plusieurs reprises, on était là, devoir refaire une définition de ce que c'était, voilà. etc. Tu Parce résumes. qu'au final, les gens, tu peux leur expliquer ça 10 fois, 15 fois, c'est quelque chose d'imagé, qui n'est pas palpable, concret. Donc du coup, il y a une partie des gens qui passent à côté. Quoi, tu vois. Cassim. Grosse différence avec l'IA, c'est Pardon. qu'aujourd'hui, tu peux te connecter, tu peux tester, ça marche et tu vois tout de suite le vois potentiel C'est que effet ça a. immédiat. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les marques qui ont vachement voulu Ah, investir complètement. dans le truc, c'est aussi une énorme crainte. En fait, c'est presque une panique de leur part. Parce qu'ils avaient raté à l'époque, les Carrefour et compagnie, ils ont raté le web à l'époque quand il est arrivé. Ils ont vu Amazon grossir devant eux, etc. Et ils avaient une peur panique que si le métavers demain, c'est le nouveau web, en fait. Ils sont passés à côté. Ils quoi. passent complètement à côté, ils arrivent trop tard. Voilà, donc c'est pareil pour les NFT, tout ça, Ouais. tout ça était dans leur idée, était Parce qu'on t'a peut-être c'est vendu- le gros truc qui arrive. On t'a Et... vendu le truc en mode, hé les gars, c'est là, c'est demain, Ah, faut mais y aller. totalement. Et du coup, tout le monde y allait, et comme je disais, quelques pour- mois après, Pour quelqu'un qui bosse, à mon avis, dans les départements R&D des grosses boîtes comme ça, faut mieux perdre 5 millions et tester d'être dedans plutôt que de rien faire et de se retrouver Oui, dans un truc le qui marche et dernier, d'être. Il y a toujours eu cette complètement. exploration du nouveau Facebook quelque part dans la Silicon Valley, cette idée de créer la prochaine vague ou de ne surtout pas la louper après. Parce que post-Facebook, où le type réseau social a tout arraché sur son passage, maintenant la Silicon Valley préfère effectivement être dans de la spéculation absolue pour être sûr de ne pas louper la prochaine vague, que de se dire on va d'abord créer un produit, on va d'abord le tester en fait. Après, ça ne veut pas dire que ça va finir pas par prendre ou par marcher. C'est juste que là, j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, il y a eu un effet tunnel, un effet tunnel, et parce qu'il y va, faut y aller. Mon voisin, il va, il annonce. C'est ce qu'a dit faut que j'y aille, Cassim, etc. pas rester en retrait et dire Voilà. on a raté le truc, quoi, tu vois. Donc là, ça continue, c'est toujours là. Bon, on en parle moins forcément. Ça ne veut pas dire que dans 4, 5, 6, 7 ans, ça ne reviendra pas sous une forme un peu mieux, avec une meilleure communication et quelque chose de plus lisible pour les gens. J'en sais rien. Avec le même nom, c'est là le problème, c'est qu'il a, il a Ouais, ce mais nom Si qui tu changes libelle de ça. com, si tu changes de com, vaut mieux changer de Il nom. faut me changer le nom. Voilà. Moi, j'avais une question qui est tout à fait une question de béotien. Il faut savoir que tout ça est arrivé au moment où on a commencé à beaucoup en parler, quand on était en confinement, donc coincé chez nous, dans un univers clos. Est-ce qu'il n'y avait pas eu tout cet effet? Est-ce que s'il n'y avait pas eu malheureusement le confinement, les gens coincés à la maison, tout ce télétravail, est-ce qu'on aurait eu cette explosion de l'idée du métavers de la même façon? Je C'est sais une pas. question que je me suis toujours Bah, posée. je sais- Parce qu'il y a je quand sais même pas. quelque chose où... très intelligente de ta part. Je Ouais. sais pas, parce qu'au Pardon final, Je pense que c'est une remarque très intelligente de ta part. Mais oui, mais la réponse... Bah non, mais je pense que tu as raison. Du coup, je pense que tu as raison. Mais non, mais C'est qu'effectivement, on était tous bloqués. On était tous bloqués, on voulait et- s'échapper dans quelque chose. C'est un échappatoire numérique en disant bah tiens, on va pouvoir se retrouver dans le métavers. Ouais. À un moment, on est tous coincés. L'argument de méta, c'était beaucoup le télétravail. C'est Bah dire, voilà. Ah oui. mon métavers, Merci, en fait, Cassim. les gens vont pouvoir aller travailler dedans. Mais en fait, personne n'en a envie, honnêtement. Qui a envie de faire ça chez soi Voilà, Après, c'est ça. remettons aussi dans le contexte. Oh, J'ai mais été- remettons j'ai rien, été monsieur revérifier le truc, c'est que Facebook a racheté Oculus en 2014, donc ils y Oui. ont cru bien avant qu'il y ait le Covid. Par Ouais. contre, ils ont vu l'opportunité de communication et de marketing autour du Covid, à la minute où Ah ça oui. a claqué. Ben voilà. Du coup, maintenant, on va vraiment transposer la réalité derrière. Mais effectivement, ils ont un petit peu oublié que tous ceux qui étaient dans le confinement n'attendaient qu'une chose, c'est d'aller pouvoir boire des bières et de Ah, faire des bisous à sa famille. mais parfaitement, Donc, monsieur. voilà quoi. Le truc, c'est qu'après, il y a une réalité, c'est que le télétravail, il y a eu un avant après le Covid, ça c'est réel. Tout ce qui est Zoom, Google Meet, etc., Voilà. il y a eu un avant et un après, parce que ça fonctionnait déjà avant, mais c'était pas aussi démocratisé dans l'entreprise aujourd'hui, même pour un rendez-vous. On doit se voir dans 2 heures. Oh, je reste chez moi, on se fait un Zoom. Voilà, donc c'est devenu quelque chose d'ancré. Par contre, comme tu l'as très bien dit, avant les gens, ils pouvaient pas sortir pour boire une bière, ils se faisaient livrer à bouffer. Là, maintenant que tu peux refaire tout, ça n'empêchera pas les gens de se faire livrer à bouffer, ça, voilà, mais c'est un autre débat. Mais par contre, les gens peuvent sortir, et à partir de là, tu as plus ce côté où tu es obligatoirement enfermé, tu dois développer des choses. Il y a des bonnes habitudes qu'on a peut-être prises bonnes. Oula, on a des habitudes, parce que je suis pas là pour dire que ça sont bonnes ou mauvaises, mais il y a des habitudes qu'on a prises pendant le Covid qui sont restées, et c'est pas forcément celles qui servent le mieux cet univers-là, cet écosystème, du coup. Et quand on parle de VR, un dernier truc, c'est juste qu'à mon avis, on voit 2 choses. On voit le jeu d'un côté. C'est un truc où tu peux jouer, vraiment, c'est tout un univers. Ouais. Et le côté boulot, si tu veux, je vois pas du tout ça. À la limite, pour les trucs pro, t'es un architecte, t'as besoin de voir les trucs en 3D, Ouais. t'es ok, très bien. Mais entre les deux, le mec qui fait un boulot standard et qui doit se retrouver avec son casque sur la tête pendant 5 heures par jour,
Alors là, tu lances. Enfin, moi, je suis plus convaincu. Je suis un peu plus convaincu que toi, je pense. Mais bah après, dans l'idée où ça évoluerait encore, il faut un peu quelques étapes d'amélioration, mais mettre des lunettes et avoir des écrans géants devant toi pour bosser. Ouais, mais là, on parle plus RA que RV, du coup. Réalité mixte. Moi, je parle de réalité. Du coup, ce serait de la réalité mixte, c'est-à-dire que tu vois encore ton bureau, tu vois ton clavier, tu vois ta souris, mais tu as en 3D virtuellement devant toi, tu as les écrans géants. J'y crois de fou. Il faudrait vraiment des lunettes qui soient légères et que tu puisses retirer et mettre comme ça sans avoir besoin de régler les fraiseurs. À partir du moment où tu as la réalité mixte, à partir du moment où tu es en réalité mixte, normalement, tu n'as plus trop besoin de les enlever. Enfin, tu vois ton environnement réel, quoi. Ouais. Il y a encore un gap technique, à mon avis. Oui, ça j'admets. Ouais. J'en ai essayé plusieurs, je sais des modèles, mais c'est vrai que la réalité mixte, c'est intéressant. Techniquement, c'est encore un peu faillible. Oui, je suis d'accord. C'est le problème. Et puis, j'attends qu'on ait des jambes dans l'univers de... Puis il a raison, quand je veux dire, il n'y a pas de jambes. Il a raison. On ne sait pas si on aura un jour des jambes. Ouais, je sais pas. Mais oui. En tout cas, c'est un beau débat et vous remarquez qu'à chaque fois dans cette émission, on a l'occasion d'y revenir parce que c'est un débat passionnant. C'est vraiment le truc de folie. Maintenant, il y a un truc qui me passionne également. Un petit com. Qu'est-ce qui se passe Pour toi. Aux USA, le télétravail, il est beaucoup plus là, et même avant le Covid. Donc attention à la France, c'est pas comme là-bas. Mais yes. Oui. mais oui. Oui. Voilà. Mais tu as raison. Tu as raison. Voilà. Mais franchement, la réponse est oui. C'est moi qui ai beaucoup de familles et de proches aux États-Unis, on fonctionne pas vraiment de la même façon. D'ailleurs, et il y a un truc qui me, on va changer comme ça du coq à l'âne. On va aller vers une autre destination, une destination qui me plaît beaucoup. Parce qu'on va parler d'Acer et les plans d'Acer. Alors tu m'expliques un peu, tu es allé sur place, tu as fait quoi? Écoute, on parlait tendance du marché, donc on peut analyser celle d'Acer, parce que oui, Acer nous a invité à une petite présentation à Acer France pour nous expliquer fondamentalement quels étaient leurs objectifs à court terme sur 2023 pour toute l'entreprise. Alors évidemment, on a vu les derniers Helios 300, on a vu les Nitro, etc. Tout ça, ce sera très bien. On va tous, autour de cet âge, je pense à Cassim sur Frandroid, moi sur n'importe quel site, on va les tester au fil des ans, il n'y aura pas de souci. Ce qui est intéressant sur cet événement, c'est qu'on a pu du coup parler aux responsables techniques et aux responsables marketing France pour voir un peu où ça allait. Déjà, en termes de produits présents, tel que présenté par la marque, on a pu revoir le Helios 300 Special Labs, le fameux écran 3D qu'on vous avait présenté la semaine dernière, que ce soit ici, mais aussi sur le récap par Pépé. Donc je vous invite à aller sur le YouTube de le stream pour revérifier tout ça. Mais on a aussi eu le droit au Acer Special Labs View, qui est en fait un petit écran de 15,6 pouces, qui est un écran externe en fait, en définition 4K. Qui a 323. Okay. On fait des bisous à Gia d'ailleurs de la tech dans le gaming qui nous a bien aidé pour prendre des images. Et donc on a ce même effet 3D mais sur un petit écran déporté. Qui était dans le récap aussi, on avait les deux. Qui était dans le récap. Ouais. Et le truc c'est que en me mettant face à ça, je me dis que c'est finalement peut-être l'objet le plus intéressant, je trouve, en termes de 3D que produit Acer. Parce que certes, il y a le Helios 300 Special Labs Edition, mais ça vaut un bras. Par contre, un petit écran comme ça permettra à un professionnel de garder sa config pour lui et de déporter son écran 3D de contrôle. Alors évidemment, ça coûte un bras et demi, c'est 1 499 €. Donc combien c'est coûte pas le la portée de PC tout le monde. déjà tu me le rappelles, c'est pas 4 000 € ou 4 500 3 000, ouais. Je dirais 3 999. Au taxe, il n'y a pas un petit code promo? Oui, bien sûr. Ça sera dans les bons plans un peu de temps. Le code promo, c'est fait des mailles et faire voilà. Attends la fin de l'émission, j'ai un truc tête. Voilà. Bah, on peut toujours compter sur toi, Nadix, et c'est ça qui il est incroyable. Ce qui souligne surtout un truc, c'est que la 3D, vraiment, Acer y croit. Ils l'ont présenté comme la dernière des grosses innovations qu'ils avaient déjà mis sur le marché. On pense notamment aux écrans qui pouvaient se replier sur eux-mêmes ou des trucs comme ça. Après, j'ai pas eu le cœur de leur rappeler que la plupart des innovations qu'ils avaient présentées sur le marché, elles n'avaient pas du tout fonctionné. Mais ça leur a permis aussi d'apprendre à faire plein de trucs, l'ingénierie est gardée quoi qu'il arrive. Donc la 3D, on sait que ça va être encore un nouveau point. Moi, là où j'ai des inquiétudes, c'est évidemment que la 3D telle qu'on la voit sur Kenya Bridge of Spirit, Kenya, pardon. Kenya, c'est le pays. Oui, c'est le pays, effectivement, pardon. Ce sont les développeurs à Taïwan, les développeurs d'Acer. Oula, faut pas faire ce lapsus, pardon. Moi, je la fais souvent aussi, je me mortifie pendant 10 ans. Les développeurs d'Acer qui s'en occupent eux-mêmes, et ça se voit sur le jeu, parce que c'est Gia qui l'a remarqué, encore une fois, merci à elle, allez sur son YouTube. Il y a un moment où il y a de l'eau qui tombe de machin. Là, chute d'eau. Une chute d'eau, merci beaucoup.
Et en fait, tu te rends compte que la texture est plate, mais elle suit ton regard quand tu bouges, donc ça ne fonctionne pas vraiment en fait dans le truc. Ça prouve quand même une certaine limite à quand c'est l'ingénieur lui-même du PC ou de l'écran qui gère ça, plutôt que le développeur qui l'a vraiment intégré dans son truc. Donc il faudra vraiment que les développeurs suivent. Encore une fois, c'est un peu toujours la limite de la 3D, c'est qu'il faut que le marché suive et les développeurs suivent. Et on a un second truc que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ils ont vraiment une énorme ambition sur le hardware. Notamment, ils veulent démarrer par les cartes graphiques. La logique de tout ça, c'est qu'en fait, ils ont déjà énormément développé tout ce qui est méthode de refroidissement sur leur PC portable, notamment alors comment il s'appelle, le Bio, le Frost, Bifrost, je sais plus quoi. Des technologies brevetées de refroidissement par ventilateur. Merci beaucoup Cassim, c'est superbement dit. Et du coup, ils ont lancé là une Predator Bifrost Intel Arc A770. Évidemment, la première question, c'est tu te lances sur le marché et tu prends Intel. Es-tu certain de ton choix, clairement. Mais c'est justement là où c'est intéressant de pouvoir parler avec Acer, c'est que du coup on a vraiment eu un discours honnête qui était de écoutez, nous on se lance sur un nouveau marché, Intel se lance sur un nouveau marché aussi en même temps. On s'est dit quitte à faire un pari, autant qu'on le fasse ensemble. Et donc du coup on va pouvoir un petit peu tester tout ce qui est Bifrost. Alors évidemment on est curieux de voir surtout la technologie de refroidissement, mais après on a aussi appris que c'était quand même un deal un peu temporaire, et qu'au bout, c'était pas exclu que ça aille du côté d'AMD, notamment les Radeon 7000, ou du côté d'NVIDIA avec les 40 series. On est sur un marché, les cartes graphiques, qui est en train d'être bousculé. Notamment, il y a beaucoup d'acteurs qui sont partis par manque de retour sur investissement. On a EVGA qui a claqué la porte en faisant des doigts à Nvidia, voilà. Ah non, j'ai fait ça. J'ai fait ça. On est Peggy 12 ici, ne vous inquiétez pas. Oui. Mais voilà, c'est un marché assez compliqué sur lequel du coup Acer a vraiment l'envie de se mettre dessus. Donc très très curieux du coup de voir ce qui est le potentiel d'Acer, parce qu'il faut voir qu'en France ils sont numéro 2 ou numéro 1 des PC gamers. J'ai plus les statistiques en tête, Cassim. Oula, tu me jettes sous le bus. Voilà. Désolé. PC gamers, ils sont numéro 2 derrière Asus. En France uniquement. Oui, parce que sur beaucoup de catégories, ils sont numéro 1 par la suite. C'est une particularité française que Asus est très très populaire chez nous par rapport à d'autres pays. On a notamment un centre de service après-vente. Parce que d'autres pays n'ont pas la chance d'avoir, notamment. C'est là où tu sens qu'ils ont de l'intérêt pour le marché français. Donc du coup, voilà, on voit un peu les plans d'Acer en 2023. Évidemment, tout ce qui est Nitro, etc. Moi, le Predator Helios 300, je l'avais testé à l'époque pour jeuxvideo.com, si je ne m'abuse. Il m'avait vraiment impressionné en termes de refroidissement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le tester, je pense que oui. Oui, un très bon système de refroidissement pour maintenir les performances. Voilà, vraiment. Donc, à voir justement sur les marchés des cartes graphiques. Exactement. Le Nitro, on l'avait testé au JDH également, le Nitro 7 de 2022, que j'avais beaucoup aimé aussi. Bon, évidemment, c'est plus entrée de gamme, donc c'est pas les mêmes baffes, mais quand même très intéressant. Donc, très très hâte de voir ce que va proposer Acer en 2023, parce que quand tu sens que les gens veulent taper dans des marchés qui n'existent pas ou booster des trucs où t'as pas le nez, c'est que tu sens aussi qu'ils sont en confiance et qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils sont capables d'avoir les épaules de taper, quoi. Moi, j'ai une question, parce que est-ce que quelqu'un a été surpris par cette offensive 3D de la part de cette marque? Parce que quand même, on va reparvenir sur un débat 3D ici, parce que ça peut prendre beaucoup de temps, surtout avec moi qui suis passionné de la stéréoscopie, de la 3D et du tremblement, mais ça m'a quand même un petit peu surpris, parce qu'à un moment donné, on faisait pas, et là, à Las Vegas, ils ont, puis après, ils n'arrêtent pas d'en parler. Alors attention, avec un produit à 4 000 € quand même, et l'autre coûte 1 599, c'est ça, l'écran. 1499. Mais 1 500 et 4 000 €, mais une véritable envie de réussir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils foutent la gomme, il y a de la communication. À Las Vegas, ils y sont allés à fond, ils y vont, quoi, je veux dire. C'est pour ça que le petit écran me marque le plus, parce qu'il y a un côté, genre, on veut aussi faire en sorte que ce soit accessible. Désolé, je te coupe depuis tout à l'heure. C'est juste pour faire le stammo que si on parle de Acer, ça fait quand même quelques années qu'ils font de l'écran 3D auto-stéroscopique et qu'ils y croient quand même pas mal. Après, au CES, je ne sais plus si Acer on a tant parlé que ça, c'était plus Asus qui venait tout juste
Enfin, qui du coup, en les tout deux. cas, Les deux. a juste présenté ça comme une nouveauté, comme si personne n'en avait jamais fait avant, alors que justement Acer était là depuis quelques années. C'est la spécialité de la maison. Je veux dire, pas de cette maison-là, mais globalement, plusieurs maisons. Moi, j'ai vu des trucs avec des extensibles ou des pliants. Ah, mais c'est la première fois. Vous êtes certain que c'est parce que c'est le but de la marque, de dire qu'ils sont les premiers. Parce que sinon, ça veut dire, tiens, on a fait comme les autres il y a 3 mois. Bah non, ça fonctionne Dès pas. qu'une marque se dit numéro 1 de quelque chose, regardez veut bien dire la que c'est pas tournure de vrai. la phrase. Oui, toujours. C'est ça, et puis il faut regarder un peu l'astérix, quoi. On est numéro 1 parce que notre 3D amène ceci que l'autre ne propose pas. On a un meilleur angle de vision d'1 degré. Ça m'a pensé quand Qualcomm a annoncé l'arrivée du ray tracing sur smartphone, c'était le ray tracing au niveau international parce que Mediatek était déjà en Chine et que du coup. Mais ça, c'est le coup classique. Toujours la On tournure. est les de phrase, premiers dans le monde. Ils pas te en mettent Chine. par rapport à une plateforme commerciale ou par rapport à un pays, on est les premiers, oui, mais. T'imagines la com désastreuse. Bonjour, cet écran ce PC que vous me présentez avec de la 3D dedans, nous sommes les deuxièmes à vous le proposer dans le monde. Achetez-le. C'est ça, tu peux pas faire ça. Il faut que tu trouves une spécificité. Bah alors après, tu parlais de quelque part, est-ce qu'on y croit ou pas? Moi, je t'avoue que j'ai vu les PC d'Acer, j'ai vu le PC d'Asus. Bah, on l'a vu ensemble d'ailleurs avec Cassim. Les deux fois, on ne se quitte plus, on peut le dire. Ah ouais, c'est vachement bien. Ça va se foirer, mais c'est vachement bien. Hein. C'est super bien foutu, il n'y a pas de souci. Mais alors, je vois pas quel client aujourd'hui croirait encore à la 3D, alors qu'à la 3D a déjà connu sa mort il y a quelques dizaines d'années, et que c'est exactement le même contexte où Avatar a rendu populaire un truc. On va commencer là-dessus parce que là ils vont zapper, ils vont zapper. Il faut qu'ils restent, mais quelque part, tu as raison. Le truc pendant le récap, on avait fait des sondages également pendant le récap avec les gens qui regardaient. Globalement, ils admiraient la prouesse technique de le dire. Sublime, hein. En vrai, parce qu'on pouvait pas, malheureusement, on filme en 2D, donc on était en train de filmer en 3D, mais il y avait les réactions de Zulu, tout le monde qui disait techniquement. C'est peut-être l'un des plus précis que j'ai vu. Les deux écrans, qu'on va pas se mentir. De pouvoir jouer directement à Kena. God of War aussi. God of War était incroyable. God of War était incroyable. C'était incroyable. Mais après, dans le chat, ils se disaient, mais quelle finalité, pourquoi, comment, à quelle heure C'est la 3D, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et tu parlais d'Avatar. Avatar, les gens étaient en mode pourquoi faire? Ils ont vu le film en 3D, ok, ça portait un plus. Derrière, on parlait un peu par exemple par rapport au métavers. Tout le monde voulait faire des films en 3D. On a vu ce que ça a donné, ça s'est vite, au bout de un an et demi, ça s'est vite calmé, quoi. Ouais, ça s'est délité. Hein. Parce que les autres films n'étaient pas faits pour. Et on va avoir exactement la même vague là, en fait. C'est ça. Donc, les films n'étaient pas faits pour assumer et assurer de la 3D. Et là, James Cameron a vraiment travaillé son film pour ça, quoi. Mais là, est-ce que c'est pas pour justement les des développeurs? C'est-à-dire que là, ce qu'ils disent, parce que moi j'ai entendu le discours, que ce soit à Barcelone ou je sais plus où, en disant voilà, nous on a un écran 3D pour aider les développeurs en 3D à ne pas, pour l'avoir en direct devant eux pendant la création 3D. C'est super, mais pour avoir des développeurs 3D, il faut un marché de la 3D. Pour avoir un marché de la 3D, il faut la popularité. Voilà. On est d'accord avec la techno. Voilà, Monadic dit la techno est hyper impressionnante. Par contre, c'est comme pour la VR, c'est comme pour tout. Tant que le contenu ne sera pas créé pour et pensé pour, ça sera un gadget. Je crois que c'est le résumé. Tout est dit. Hein, avec le cinéma, c'est ce qui s'est passé. Merci Monadic. Franchement, on t'invitera à la prochaine émission pour donner les conclusions. C'est parfait. On a les meilleurs qui nous regardent. La meilleure communauté que veux-tu. Hein. Trop fort, on vous aime trop. C'est bon, est-ce qu'il y a un chapeau à mettre dessus ou c'est terminé pour cette petite partie? C'est ce que j'ai retenu le plus, parce qu'après le reste, on testera dans l'année. Alors maintenant, on va aborder un truc génial avec Captain, parce que je suis client de ce que tu dis. Ah, et bah écoute, ça m'intéresse parce qu'on va parler un peu business, on va parler d'Amazon Go, ces magasins sans caisse, donc où tu rentres, tu te contentes de scanner, je suis un client de ça. De scanner ton téléphone, qui reconnecte à un compte Amazon, tu rentres, tu prends ce que tu veux n'importe comment, tu le mets dans ta poche, tu te barres et ça encaisse automatiquement. Est-ce que tu peux attraper un Jeff Bezos en réalité augmentée? Non, alors je préfère Pokémon Go du coup. Oui, bah là, non, mais par contre tu peux te barrer avec ton paquet de salade ou de chocolat. Dans ta poche, effectivement. Tu peux. Alors, ça marche très bien. J'aimerais bien avoir ton expérience, du coup, parce que moi, j'ai jamais testé. J'aurais aimé tester, moi, par contre. Ah bah, moi, je l'ai fait sur place. Aux US, il y en a même plusieurs. Ouais. Puisqu'il y en a en Californie, il y en a vachement. Hein, parce que j'étais carrément à Thousand Oaks, dans un coin de Californie. Et j'avais l'Amazon Go. Tu sais, comment est-ce qu'il est son nom déjà? C'est l'Amazon Go, c'est ça? Amazon Go, ouais. Amazon Go qui clignotait. Je vais le faire quand même. Ouais. Et c'est vrai que tu as. Alors, tu sais, il y a un truc à la con, je vais vous dire. Excusez ma vulgarité. Il est un peu vulgaire comme gars. Marrant, je crois savoir ce que tu vas dire. Non, j'ai quand même l'impression de voler un truc. Voilà, exactement. J'étais là, mais putain, je suis en train de tirer un truc. Et tu as du mal à te faire à l'idée que malgré tout, tu l'as payé. C'est-à-dire que c'est tellement open bar que tu te dis, mais parce que tu n'es pas habitué. Moi, je suis habitué à passer à la caisse. Allez, bonjour madame, comment allez-vous et tout. Moi, je fais la tchatch et tout. Est-ce que tu as l'impression que le truc va sonner quand tu passes? Voilà, c'est ça. Tu as peur qu'il y ait un vigile qui te dise, t'es sûr que tu as tout déclaré à la douane là? Et c'est le truc qui me... Ça m'a fait bizarre. Rappelons le concept en fait. Le concept des stores Amazon Go, c'est effectivement qu'il n'y a pas de caissier. Donc, par contre,
Tu as 50 000 caméras au plafond Oui, c'est ça. qui filment le moindre de tes mouvements, qui repèrent quand tu prends un produit, qui savent quel produit tu as pris. Est-ce que tu l'as mis dans ta poche? Est-ce que tu l'as reposé dans un rayon, etc., etc. Donc techniquement, ça a l'air de bien marcher, même s'il y a quelques vidéos que vous pouvez trouver assez facilement où des youtubeurs s'amusent à voler des trucs. Ça marche peut-être pas si bien que ça. La question, c'est plus d'un point de vue purement économique, puisque Amazon, effectivement, vient d'annoncer que sur les 31 magasins qu'ils avaient, ils en ferment 8. Ah, quand même. Ce qui représente quand même une bonne... T'as les pays, t'as les Ouais, après, villes c'est ou dans pas? Ça quelle m'intéresse, les région, villes. Pourquoi Alors, on va commencer par les villes, effectivement. Ouais. 2 à Seattle, 2 à New York, 4 à San Francisco. C'est bizarre. En Californie, parce que c'est vraiment la terre bénite. Oui, pourtant, c'est C'est l'endroit dans des pile grosses poil. villes, Hein. Et après, alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Clairement, en ce moment, comme toutes les boîtes, comme tous les GAFAM, il y a des petits problèmes financiers, on le sait. Et eux, d'après en tout cas ce qu'a dit le porte-parole d'Amazon, c'est une décision destinée à optimiser la chaîne. Alors, ça veut tout dire et n'importe quoi. Optimiser dans quel sens? n'importe quoi, là, mais... Est-ce qu'il y a des magasins trop près l'un de l'autre? Au final, c'est mieux d'en avoir qu'un seul et de déployer Moi, ses je pense ressources que pour ailleurs. la Californie, il y en a eu trop. Parce que je te dis encore une fois, j'ai réussi à trouver un Amazon Go à Thousand Oaks en Californie, qui est une petite ville. Il y en avait un à l'intérieur, c'est qu'ils en ont blindé. Ouais, c'est le déploiement qui est pas bon du coup. Ils n'ont pas tant de magasins que ça, parce que 31, c'est pas non Mais plus c'est bizarre énorme. parce que sur la surface où j'étais, moi j'en avais déjà 3-4 dans Alors, le coin. Bah, c'est en Californie. Hein, en même Attention, temps. parce que tu as les Amazon Go, tu as les Amazon Fresh qui sont... Ah non, c'était Go, moi. C'est les Go, C'était d'accord. je vole à l'étal. A priori, c'est là où il y en avait le plus de toute façon. Mais c'est pas les premières fermetures qu'ils annoncent, puisque l'année dernière, il y a exactement un an, ils avaient annoncé la fermeture de 68 magasins physiques, parce qu'on parle des Amazon Go, mais il y a Amazon Fresh, il y a aussi des pop-up stores que tu trouves un peu partout. Oui, ça, oui. Si vous êtes allé au salon de l'agriculture, il y avait un store Amazon où ils vendaient les produits, ce qu'ils appelaient 5 étoiles d'Amazon que tu peux trouver. En fait, ils avaient fait une... On me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Bon, c'est Une boutique opération- téléachat. Ouais, Un peu ça, ouais, c'est ça, c'est exactement. une opération de com, généralement. Oui. Ce genre de Et truc. ils ont aussi une chaîne de magasins qu'ils ont racheté. Whole Food. Hein Oui, bah c'est... Whole Food. Oui, ça, ouais. Whole Food qui est un concurrent d'ailleurs, parce que quelque part, Whole Food, c'était pour les Américains. Attention, Whole Food, c'est la bouffe Et, la plus chère. Hein. Amazon encore Oui. plus fraîche. C'est Monop un peu, non c'est- C'est Monop. Bah, alors, c'est Monop, mais à des tarots. Mais c'est Monop Luxe, hein, c'est Monop, Ok, c'est 5 d'accord. étoiles Luxe, Pour le moi, c'est plus Platinum. bio, c'est bon, tu vois, ce C'est-à-dire côté que un t'as peu toute huppé, la quoi. partie épicerie d'un Monop. T'as la partie un peu où tu peux te faire à manger, etc. T'as des plats et tout, mais T'as attention de parce barbe. que il y a le prix indiqué. C'est horrible. T'as des petites boîtes. Voilà. Enfin, Le dernier prix, séjour- c'est hallucinant. Dernier séjour à New York avec madame, on n'a pas fait gaffe. À la caisse, on a tiré pour, à votre avis, $60 de bouffe. Oh non. Il n'y avait rien dans les boîtes. Envie de me pendre. Donc, Ah la ça vache. coûte, non, mais ça coûte super cher. Et Whole Food, c'est pas. Moi, je fuis. Je vois les trucs, je Mais- vois les gousses d'ail, j'appelle Ah, un c'est prêtre bon, hein. exorciste et tout, je rentre pas Ouais. dedans. Hein. C'est bon. Mais, ça Mais du coup, coûte cher. Amazon Go, c'était cher ou pas? Ah, mais je trouve ça vachement cher. Oui, ou c'est juste que tu t'en rends pas compte. En fait, c'est comme t'as pas. En fait, tu peux regarder, je pense, sur ton application Genre. pour voir combien t'as pris de Ah, mais produits en tu direct. vois, après, Voilà. mais sincèrement, globalement, on va pas se mentir, moi j'y suis retourné, donc, puisque j'étais au mois de janvier, donc chez mes proches qui sont à côté de Thousand Oaks. Les prix ont bondi, allez, je vous le fais à la louche, entre 20 et 30% entre l'année 2022 où j'y suis allé et l'année 2023 où j'y suis allé. Ça a été un bond. En Ah Californie, alors bien sûr, je suis rentré à Amazon Go parce que malgré tout, j'ai envie de le tester, c'est pas la première fois que je le fais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les prix étaient aussi chers qu'ailleurs. C'est hallucinant. Je veux dire, le moindre petit truc que tu prends de bouffe comme ça, voilà, c'est 7-8 $, quoi. Mais C'est un petit Alors truc. après, mais- c'est aussi un boom des prix qu'on a vu en France. Oui, Là, tout j'ai à vu, fait. je crois que le paquet de pâtes a augmenté de 30% en 2 ans. tout a 2-3 terriblement ans. augmenté, C'est ouais. une Mais- dinguerie, mais- hein. Je vous conseille de le faire pour les gens qui, je sais pas si des gens qui nous regardent l'ont fait. On a vraiment l'impression de sortir sans payer, parce on est conditionné à payer, à aller voir un caissier ou une caissière, faire coucou et tout, machin. Ça ressemble un peu aux petites épiceries que tu as quand tu vas dans des gares. Tu sais, où tu as les sandwichs d'un côté, les boissons de l'autre. En fait, c'est un mélange entre C'est ça, genre relais, la petite épicerie de quartier, etc. Le tout mélangé. Et Le généralement- relais Cross-Coxy Market, quoi. Voilà. C'est ça. Et généralement, ces petites épiceries-là, déjà de base, par rapport à l'hyper où tu vas faire tes courses, les prix déjà, ils sont de Ouais. facto cassés parce que c'est des épiceries de dépannage. hein, c'est Just pas là où walk tu fais out tes courses, shopping, tu vois. Mais Amazon avait des grandes ambitions dans le shopping physique, donc dans ce qui est le Ouais. brick and mortar. Et au final, avec le Covid, justement, avec la pandémie, ils sont peut-être revenus en arrière en se disant finalement, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue. Ils perdent quand même pas d'argent parce qu'ils ont annoncé que sur le dernier trimestre, ils avaient gagné plus 6% sur sur Amazon ces Go. magasins-là. Mm. Donc en réalité, il y a du bénéfice quand même qui est dégagé dessus. Maintenant, il y a des énormes pertes sur la totalité. Et un truc qui est intéressant du point de vue business pour voir, donc ils ont fait 18 000 licenciements, etc. Mais la grosse opération qu'ils avaient depuis quelques années, c'était leur second quartier général, comme ils avaient annoncé ça. Ils avaient fait se battre entre eux plusieurs États pour savoir qui allait donner le plus de taxes, des terrains gratuits, etc. C'est l'État de Virginie qui avait gagné, c'est donc à côté de Washington.
Non, mais je t'écoute, Ok, je d'accord, bois je croyais tes qu'il allait paroles, dire je quelque bois vos paroles, les garçons. Et sur cette énorme quartier général qui allait faire 24 000, qui allait employer 24 000 personnes, etc., ils ont construit la première partie, c'est comme un gros bâtiment, il y a 8 000 personnes qui vont bosser dedans. Par contre, la deuxième est carrément mise en pause et a priori, ils ont tout arrêté dessus. Et c'est pas prêt de repartir, d'après ce qu'on en Et c'est la représentative Alexandria Ocasio-Cortez qui avait lutté contre cette implémentation en prévenant tout le monde il y a des années de ça. Que c'était surtout de l'optimisation fiscale, etc. Quand ils ont annoncé le truc, elle fait vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, affaire à suivre avec ces magasins. On est d'accord que les Amazon Go, il n'y en a pas en Europe. Moi, j'en ai vu qu'aux États-Unis, mais je me demande s'il n'y a pas eu un test à Londres. Il faudra vérifier, mais je me demande si à Londres, il n'y avait pas un magasin. Après, est-ce que c'était un Amazon Go ou est-ce que c'était un truc plus classique avec des caissiers? Je ne suis pas certain. La vraie question aussi, c'est si tu mettais ça en France, est-ce que ça marcherait ou est-ce que je crois qu'il y avait eu une expérimentation en France, mais pas d'Amazon. Oui. Je me demande si c'était pas Auchan qui avait testé ça sur Paris. J'ai pas été au courant de ça. Peut-être que les petits loulous dans le chat. Ouais, Voilà. j'adorerais pouvoir tester de feinter ce système quand même. Non, mais ça, toi, le tu truc. veux le Mais tester pour feinter, Ah oui. tu vois. Mais oui, mais normal, tu me mets un système, j'ai envie de le casser. Mais c'est je pour ça que comprends, je mais suis journaliste. non, attention. Bonjour, j'aimerais faire un petit vidéo dans Je- notre juste pour tester, repartir sans Ah, Je suis pas sûr que la culture française soit très Amazon compatible. Go à Londres Voilà, en 2021. c'est ça, Merci les exactement. loulous. Ok. Et il y a beaucoup. il y a eu un Auchan Go qui a ouvert Vous êtes trop en fort. 2021. Voilà. Bien joué, bien joué. Alors moi, il y a un truc qui Donne-moi l'adresse. Ah. C'est par curiosité. Mais c'est toujours ouvert celui de Londres ou est-ce que c'était une tentative industrielle Alors, je ne sais pas foireuse qui a explosé en plein vol? Mais 2021, il est peut-être encore ouvert. Il est peut-être pas encore si, ouvert. C'est pas si vieux que ça. À tester donc si vous passez à Londres. À tester. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien tester également. Il y a un truc qui m'a fait rêver parce que j'ai vu passer la news. Voilà. Je me suis dit, si ça, je trouve un moyen de l'acheter, Qui d'autre que moi je l'achète parce que ça me fait carrément kiffer. Je laisse la parole à Monsieur Nani. Qui d'autre que moi pour parler de ça, puisque je suis un Yankee de ce genre de produit. Rappelez-vous, il y a de ça quelques années. Incroyable. Moi surtout, Xbox aime bien customiser ses consoles et aime bien aussi proposer des produits dérivés à partir de ses consoles. Notamment, il y a le frigo Xbox que j'ai galéré à trouver, que j'ai enfin. Ah, tu l'as chopé Oh. Eh oui, je l'ai chopé. Ah, bien joué. Ouais. Merci madame. Petit cadeau de Noël d'ailleurs au passage, le petit frigo. Il fait un peu de bruit, c'est le défaut. Par contre, il est hyper fonctionnel. Et ben sachez que si vous aimez le petit matin faire toaster La petite tartine. la petite tartine, eh bien, on va avoir droit à un grille-pain Xbox qui, lui, autant le frigo se rapproche des Xbox Series Il est X. beau, hein, il est beau. Voilà. Évidemment, autant le toaster Xbox, lui, va se rapprocher des Xbox Oh là là. Series S. Donc, du coup, la console entrée de gamme, nouvelle génération, du côté de chez Microsoft. Alors, mon petit Borvo, je veux bien que tu mettes carrément le lien qu'on affiche, le site officiel du coup de Xbox Squad qui parle notamment de ce produit. Donc déjà, cache-nous le prix, s'il te plaît. Cache. À votre avis, combien coûte À la fin, je l'ai pas vu. Moi non plus. ce toaster, sachant qu'il a 6 niveaux de cuisson, une fonction anti-blocage, qu'il a le mode defrost, et ça c'est évidemment très important quand on a besoin de décongeler, merci. Un mode, non franchement, je l'ai sous les yeux, il est absolument incroyable, Alors, il est magnifique. Tour de table. Il est blanc, voilà. Il existe Ah, qu'en mais blanc. Bah, Nanix il a affiché qu'en blanc pour Qu'en blanc. l'instant, donc Alors, la console est blanche, comme la console est comme la blanche, console. comme le frigo est noir, Voilà. donc voilà. Est-ce que si t'as le Game Pass, t'as des toasts gratuits tous les mois ou un Alors, truc Ah, ça aurait été énorme. Ça aurait été énorme, mais la réponse est non. Donne un tarif. Je sais pas, putain, ça allait. Je dirais 100 balles, honnêtement, je mettrais Oh pas la plus vache. dedans. Non, mais 100 vous avez- euros pour non, mais- Captain Otaku. Un toaster, c'est la technologie la plus basique. Oui, Oui, mais attention, là, c'est pas. Ouais, c'est- Xbox. It is mais not c'est Xbox, basical. les gars. Ah non, mais alors, ok. Ouais, Vas-y. Un toaster normal, déjà à 10-15 balles, ça me fait chier, mais j'achète parce que c'est Ah le non, prix. Et il y en a des Même customisés si en très vrai, il y jolis. en a des beaucoup moins En chers. métal, il y en a qui d'accord. sont plus chers. Donc je me dis 30 balles, si Non. c'était au-dessus de 30 balles, je vais Non. hurler. Moi, je dis Plus que 60. 30 balles, c'est Moi, je dis évident. 60. 60 ici, 99. 99, le plus proche des taux que Cassim, le prix exact c'est 64 euros et 99. C'est pas non plus. Centimes. M'attendez à se Sachant faire pour saigner. De résistance. Sachant que le. Il chauffe automatiquement. Oui, mais en forme de Sachant- Xbox, monsieur. Attends. Borvo, descends parce qu'il y a une citation de quelqu'un de célèbre tout en bas du site. Je pense que tu vas la retrouver. Ce que j'aime voir, c'est les commentaires sur ce genre de produit. Quand Je tu... l'ai- Ah, mais ça me. je l'ai sous les yeux. En tout Quelque cas, part, les acheteurs de ces produits me fascinent. Si Mais un je suis jour je assez pouvais client parce que je analyser suis un le gamin. truc, tu vois. Et moi, ça me fait rire. On dirait une enceinte en plus Mais à ce Bluetooth prix-là, avec. quand même. Un Mais- toaster. Si tu regardes les toasters Snag et trucs comme ça, ils te les vendent à 200 balles. après, c'est des experts. J'aime me beurrer la biscotte. Ça, d'accord. Et Ok, c'est très possible bien. uniquement grâce au toaster Xbox Series S. C'est tellement bien vu. C'est tellement Hubert ça, c'est Bonisseur beau. de la batte, évidemment. Oh. De OSS 117, se validé par les plus grands. Alors,
Déjà, quelques petites infos, blague à part. Le produit actuellement est en précommande. Il est en précommande jusqu'au 19 mars. Il fait vraiment le logo Xbox sur les toasts ou Non. Non. Ça aurait pu J'ai essayé justifier. de me trouver un truc pour me détendre. Bah tu vois. ouais. Après, Très je bien. te dis ça se trouve oui, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est pas indiqué. Donc, précommande jusqu'au 19 mars. Le produit arrivera au mois d'août 2023 quand vous l'aurez précommandé. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on a comme info autour de ça. Bien que je vous parle de ce toaster, mais il y a d'autres choses aussi du côté de chez Xbox. Il y a peut-être, c'est en rumeur et il y a déjà un visuel qui a popé. Tu peux remettre peut-être, Borvo, le lien du premier article. Un set de barbecue qui devra arriver du côté de chez Xbox et un set d'outils Halo, voilà, qui est prévu aussi dans les tuyaux. Donc on veut vraiment capitaliser en produits dérivés sur les jeux et les jeux et les licences qui font le bonheur du catalogue Xbox. Moi j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas l'impression que autant le frigo, je sais que Microsoft était un peu impliqué parce qu'à la base c'était une vanne. Ouais. En fait, on s'était beaucoup C'est ça. aidé sur la Xbox Series X en les comparant à la console à un frigo. Autant sur le toaster, j'arrive pas vraiment à savoir si Microsoft a vraiment participé au projet ou si c'est juste qu'ils ont vendu la marque. En tout cas, c'est la même marque qui a réalisé le frigo qui s'occupe du toaster. Il doit avoir une licence donc. Donc il doit y avoir la licence. Tu rappelles le prix du frigo parce que tu l'as. Le prix du frigo, le prix du frigo c'est 99 €, je crois. Ouais, c'est un petit frigo. On rappelle que c'est pas. Oui, c'est un frigo à canette. C'est C'est simple. Vous ne mettez pas une bouteille d'eau d'un litre. Tu mets des canettes. Voilà. C'est le frigo de la Batcave, tu vois. Oui, c'est pour les énergie drinks. Il était plus cher que ça. Tu vois, là, pour l'instant, j'ai pas modifié mon petit bureau, mais pour mon setup de stream, c'est très bien. Tu mets ça à côté, tu prends une canette, c'est parfait, quoi, tu vois. Juste, ça fait un peu de bruit. Tu l'entends, quoi. C'est vrai? Oui, tu l'entends. Un toaster. Parce qu'il est tout en plastique, il vibre. Il est à côté de mon canapé dans mon salon, je peux te dire que toaster. je l'entends. En tout cas, le prix du toaster, je le rappelle, en précommande, 64,99 €. On a un sondage, Pépé. Alors oui, 63% du chat achète, n'achète pas. Achète pas le grille-pain. Je pensais me rassurer en disant que j'allais acheter. Vous êtes plus Tu veux un dire peu. que 37% du chat achète le Sont grille-pain. quand même tentés par acheter la petite bestiole. Et bon, c'est une idée. Pas, toi, le toaster. Et ben moi, je suis un gamin, donc mon problème, c'est que je suis bon public. Ces trucs-là, je suis assez client. Ouais. Si tu me fous dans un parc Universal et tu m'amènes dans le magasin de goodies, moi, il me faut les malles de Liz Taylor pour repartir avec tout, quoi. Tu vois. Je vais être franc, moi, je suis un gros Yankee de tous ces trucs-là. Je suis un gamin. Mais on sait, tu joues à FUT déjà de base. C'était dans le CV. Pas trop cette saison, merci. Mais tu vois, le frigo, autant le frigo, pour moi, il avait une utilité par rapport à ce que je vais en faire dans Le mon bureau. matin, ton grille-pain, et puis hop. Super, j'ai un grille-pain chez moi, je Et m'en moi sers aussi, très absolument joli. pas. Donc, Moi, j'aurais aimé, en effet, plus d'un grille-pain Xbox. qu'il fasse le pain avec le logo. S'il y avait eu le logo ou un truc comme Le ça, logo. j'aurais fait, ouais, bon, ok, c'est un peu Ça existe collector. avec Star Wars. T'as le logo Star Wars avec la tronche de Yoda qui sort comme ça le matin de ton grille-pain. Moi, ça me fait un effet quand même. Je suis là, je dis tiens, je vais passer une bonne journée. En termes de produits dérivés, je pense que le pire, j'ai un pote qui a comment t'appelles ça, des pinces à barbecue en forme de sable laser qui fait le bruit quand tu retournes le Oh, steak. ça, c'est énorme. Alors ça, oui. Mais moi, je Évidemment. peux pas. Là, t'es prêt à investir. J'ai tout mon Non. fric. Mais je trouve ça fun. Ça, oui. Un toaster qui fait juste un toaster et tout ce qu'ils ont changé, c'est la coque en plastique autour du truc et d'un coup, ça vaut 4 fois plus cher que la technologie qu'elle intègre. Ça, je suis pas client, non. Ouais. Tu vois. Ah, je peux comprendre. Il y a la- Bon. Ça va les garçons? Bon, tout se passe bien? Non, ça va Merci, pas. mais merci. Toujours. En même temps, attaquer quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'en effet, c'est une rubrique qui a atterri depuis maintenant quelques semaines, puisqu'il y a le journal du hardware, il y a celui du software. Et ça, c'est important. Aussi important que le beau jingle que vous voyez, la belle régie avec Borvo et tout le monde là-bas qu'on embrasse. Et je me tourne vers Captain Moi, j'ai Web. perdu l'équilibre, j'étais bluffé par le charisme de Cassim. J'étais c'est incroyable, quel charisme! Il a fait se casser la gueule, Vraiment, tout va bien. C'est une vraie, c'est pas une fausse vanne, j'ai failli me casser la figure, quoi. Voilà. Gaffe. On s'en fout, oui. Non, attends, faut pas faire les questions et les réponses. Je n'ai rien dit. J'ai Mais dit ça vive se la lit, pamoison. ça se Et il lit faut sur savoir ton se visage, pâmer dans peut-être. la vie. Ça fait partie des bonheurs qui existent. On va se pâmer maintenant avec quelque chose que tu aimes bien. Oui. L'intelligence Tout artificielle. à fait, on va jouer aux poupées russes. Donc c'est le journal du hardware, il y a le journal du software et à l'intérieur il y a le journal de l'IA. Parce que j'ai 3 news pour vous. Merveilleux. On va enchaîner. Il est merveilleux. Et oui. Bienvenue en 2023, Parce les que amis. l'IA, c'est le sujet de l'année et ça sort tout le temps, tous les jours, il y en a Ah, c'est de 10. la folie. Et là, je vous ai sélectionné 3, on va en parler, ça va être sympa. La première, c'est les premières arnaques à la voix clonée par IA qui sont arrivées.
ça y est. Et si je vous dis que c'est arrivé, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer, effectivement. Un des plus beaux exemples, c'est un couple de grands-parents qui a reçu un coup de fil d'un avocat qui dit votre petit-fils a été impliqué dans un accident de la route, il a tué un diplomate US, il faut à tout prix que vous m'envoyez tout de suite une caution pour que je puisse m'occuper de ça, je vous le passe. Et là, il passe le petit-fils, effectivement. Le petit-fils commence à parler, et c'est sa voix. Et donc, les grands-parents vont aller retirer, je ne sais plus combien c'était, 20 000 balles, 21 000 $ pour envoyer donc à l'avocat en bitcoin, ce qui, honnêtement, l'avocat payé en bitcoin, j'aurais eu... mais bon. Et donc voilà, et c'est pas les seuls, a priori, il y a de plus en plus d'arnaques qui ont lieu comme ça. Et il y en aura de plus en plus, puisque l'IA aide ces processus. Avant, c'était les gens imitaient la voix, il y avait un mauvais son, etc. Là, aujourd'hui, l'IA, effectivement, permet très simplement de cloner la voix d'un être humain. Et donc, ça va arriver voilà, tous les jours. Donc méfiez-vous. On peut avoir confiance en l'être humain pour utiliser les technologies dans leur pire possibilité, quoi. Bien sûr. Je suis estomaqué par cette histoire. Ça vous fait pas peur? Ça m'agace. Écoute, est-ce que ça fait plus peur que les fake news, que des visages qu'on met d'artistes sur des films porno? On est dans la même mouvance quelque part. Donc moi, ce qui m'inquiète, et là je me fais aussi l'avocat du diable, on pourra en parler à l'envi dans cette émission, c'est à quel moment ça va devenir absolument insupportable, on ne pourra plus rien croire, ou croire en rien en français. Plus la c'est là le problème. Plus la technologie est diffusée, plus tout le monde peut y avoir accès. Si demain tu peux télécharger une application, qu'en 5 secondes tu peux imiter la voix de tout le monde, forcément, les arnaques comme ça vont exploser. Ah mais littéralement, à partir de demain, je peux vous faire toute une émission du JDH juste tout seul chez moi dans mon appart tranquillement, quoi. Chiche. Parce que j'ai assez de samples pour faire ta voix, assez pour faire ta voix. Ouais. Évidemment, j'ai la mienne. C'est d'une facilité déconcertante, hein. Et c'est ça le problème. Une dans laquelle je dirais française, le pouvoir d'achat. Je le ferai pas parce que j'ai la flemme, mais tout à fait. Une autre petite news qui concerne un peu tout le monde sur cette table, c'est CNET. Alors CNET, c'est le célèbre site d'information high-tech aux États-Unis que tout le monde connaît. On a tous lu des articles de ça. Et alors il y a un peu une mauvaise ambiance là-bas puisqu'ils viennent de virer 10% de leurs effectifs. Alors bon, on peut dire effectivement, c'est la crise, ça arrive dans tous les médias, etc. Mais là, ça arrive dans une circonstance un peu particulière puisque au mois de janvier-décembre, il y avait une révélation comme quoi ils commençaient à utiliser des IA pour créer des articles dans certains domaines où manifestement, si tu veux, c'était pas la peine de payer un être humain pour faire ça. Donc, je t'arrête là-dedans parce qu'il n'y a pas une news d'un magazine entier où il y avait un truc avec en Europe où il y a eu un magazine qui a annoncé qu'il faisait appel à une IA et qu'ils avaient viré ou mis en pause une partie de leurs journalistes. Il n'y a pas eu quelque chose comme ça en Europe? C'est CNET, je crois, effectivement. C'était CNET où il n'y a pas eu autre chose? Pour l'IA qui avait déraillé, c'était plutôt CNET parce qu'ils se rendaient compte que... Oui, par contre, il y a eu ça, oui. C'est une des choses, mais j'avais entendu autre chose. Je me renseignerai. Le problème de tout ça, on va y venir, mais c'est la réglementation, point barre. C'est pas tant le fait de faire des choses, c'est qu'il faut l'encadrer, c'est tout. Voilà, et c'est pas le cas. Et puis au moins que ce soit annoncé, puisqu'en fait, au fur et à mesure, donc on parlait de ça, on a appris des choses. Entre autres, les employés de CNET qui disaient, mais en fait, on n'était même pas au courant parce qu'on voyait des articles sortir par une équipe qui s'appelait CNET Money Staff. Ils savaient pas qui c'était, donc ils se disaient, ça doit être des collègues, il y a un bureau au-dessus, etc. Non, en fait, pas du tout. C'était une IA qui le faisait. Alors, il faut savoir que ça a été racheté en 2020 par une boîte qui s'appelle Red Venture et qui est spécialisée en fait dans l'écriture d'articles en SEO, parce que leur but, c'est pas de faire de l'information, leur but, c'est de faire du pognon avec des liens affiliés. Équivalent de Reworld, par exemple. Voilà, effectivement, on parlait de ça. Et donc, du coup... voilà. C'est la réputation qu'ils se sont faite, je sais pas. Je n'ai pas travaillé pour eux. Il y a quand même pas mal d'endroits où on se dirige vers ça, puisqu'effectivement, à partir du moment où tu as juste besoin de faire des articles, non pas pour que les gens les lisent, mais simplement pour que Google trouve l'article, le référence, et que tu foutes des liens sponsorisés dedans. Donc c'est vrai que à partir du moment où tu n'as même pas besoin que l'article soit lu, tu te dis... Je pense qu'on le subit tous quand on voit la qualité des résultats Google qu'on a aujourd'hui par rapport à ceux qu'on avait il y a 5 ans. Particulièrement quand on a un problème informatique aujourd'hui, là où à l'époque on tombait sur des forums avec des gars qui discutaient de tels trucs, là on a des articles qui sont littéralement créés par une intelligence artificielle qui répondent absolument pas à ta question, mais ils arrivent à être référencés. Genre, il faut que tu gicles les 3 premières pages de Google aujourd'hui pour trouver la solution à ton problème. Le nombre de fois où tu cherches, par exemple, tel type de produit, quel type de produit acheter, enfin quel produit acheter, et que tu tombes sur une page où il y a juste une grille de 10 produits Amazon, et on te dit, regarde là-dedans, il y a juste les avis Amazon en fait, et choisis, fais ton choix là-dedans, et en fait le guide n'a pas du tout été écrit par un humain ou pas pas de façon qualitative, quoi. Regardez pour un peu répondre à la question. Le sondage, selon vous, dans le monde de demain, l'IA sera plus source de problèmes à 70%.
Donc c'est très générique en fin de compte. L'IA, c'est compliqué de trouver des destinations, mais les domaines effectivement. Et là, en l'occurrence, pour CNET, donc ils avaient arrêté après le bad buzz, ils avaient arrêté, mais là ils ont annoncé qu'ils allaient le relancer. Et un signe comme quoi c'est pas prêt de partir, c'est que l'ancien donc vice-rédac chef de CNET vient de changer de poste. Il a abandonné son poste et désormais vous pouvez l'appeler le senior vice president of AI Content Strategy. Donc ça la vache, le mot fait peur. Une idée vers là où on avance. Va, Ils sont pas prêts de reculer sur le sujet. Pas trop long le poste, ça va. Oui, ça va. Et Après- pour donner un petit, pour donner un petit contexte peut-être aux gens qui ne savent pas comment fonctionnent la plupart des rédactions, c'est pas étonnant si les journalistes ont été surpris parce que généralement les contenus sponsorisés ou les contenus plus marketing sont vendus par des teams totalement différentes et sont écrites par des teams totalement différentes. Donc c'est pas parce qu'il y a eu ce switch-là que ça veut dire que les journalistes eux-mêmes Bien sûr. ne se sont pas fait planter dans le dos. Voilà, juste pour repréciser un peu le Après, je reste. Je suis quelqu'un de très naïf, hein, j'en doute pas, mais je suis quelqu'un quand même de plutôt optimiste sur l'IA. Je pense quand même que, in fine, il y a un moment. Bien sûr qu'il y a des boîtes qui vont aller trop loin et qu'il va falloir, comme tu disais, il faudra réglementer pas mal de choses. Après, je pense s'il y a vraiment des tâches qui aujourd'hui sont rébarbatives et embêtantes pour tout le monde, si on peut les faciliter parce que tu as une IA qui peut t'aider, je pense à des boulots notamment dans le judiciaire par exemple, de travail de bibliographique où tu dois aller compulser, n'est-ce pas, les résultats de plein d'enquêtes, de plein d'affaires judiciaires et en faire un résumé. Et c'est quelque chose qui est assez pénible à faire, que personne n'aime faire, ou je pense aussi dans les documents scientifiques, avant d'écrire ta thèse scientifique, la première étape, c'est de faire une sorte de résumé de l'état de l'art, de ce qui se fait actuellement dans le milieu, et c'est très long et très embêtant à faire, et que ça passionne personne. Il n'y a personne qui adore faire ça, ou très peu de monde. Et c'est quelque chose que l'IA peut faire très, très bien, justement, de résumer, d'avoir quelque chose de concis, de synthétique. Donc il y a des opportunités, positives. Le truc, c'est qu'IA aujourd'hui, c'est présenté comme à la fois un outil sympa, drôle, un truc de loisir, mais aussi un truc professionnel. Et en fait, il n'y a aucune limite et de véritable frontière qui est faite entre son usage pour le côté perso et marrant et fun et l'usage vraiment professionnel. Tu parles de tout ce qui va toucher aux documents, donc tout ce qui va toucher un peu à la rédaction. On peut parler aussi du jeu vidéo, on a déjà parlé aussi dans le manga. Tu as des studios aujourd'hui qui sont étranglés par la charge de travail. Je ne vais pas refaire le débat, on a déjà parlé dans Manga Sûr, mais où la pénibilité ou les crunchs dans le jeu vidéo, les développeurs sont à la rue sur certains assets et il faut que ça arrive. Donc là, tu dis oui, l'IA a du sens. Mais comme d'habitude, il y a aussi la question des droits, parce que l'IA va travailler avec des images, des sonores, des textes qui n'appartiennent pas à lui, mais qui appartiennent à d'autres, qui ont été écrits par d'autres, qui sont sourcés par d'autres personnes, etc. Donc il y a la question des droits, la question de la réglementation, et bien aussi faire une vraie frontière entre l'IA pour tout le monde, pour tous, mais à un usage vraiment ludique, et l'IA pour les professionnels sans que ça parte dans la dérive. Le problème, c'est que c'est la mode, c'est un effet de mode, ça part un peu dans tous les sens. L'essentiel pour l'instant, c'est que pour tout le monde, c'est communiquer. On fait de l'IA, on s'y intéresse, nous on est dedans, mais il n'y a pas la volonté de réglementer pour l'instant. Donc je suis optimiste comme toi. Je suis plus. Est-ce qu'on peut réglementer? Parce que l'idée elle est là. Parce que là, comme tu dis, le problème c'est que ça part dans tous les sens. Quand on est au stade justement d'avoir des grosses rédactions, parce que CNET c'est une énorme rédaction. Pas si grosse que ça. Mais non, mais je veux dire au niveau de l'impact aux États-Unis, tout le monde connaît CNET, tout le monde connaît The Verge. On ne sait pas combien de personnes sont derrière, mais ce sont en plus des entités qui sont liées à la high tech et que ces propres entités qui travaillent sur la tech soient déjà les premières à dire on va remplacer 10% de notre personnel par des IA, ça signifie quelque chose dans notre profession. Si, parce qu'ils ont été rachetés par Red Venture qui, a priori, c'est leur spécialité. Ils rachètent des gros sites et ils font ça, comme on en connaît d'autres. Ah ouais. À la base, c'est de la presse high-tech, quoi. Ouais, mais tout dépend en fait de ce que les gens vont faire avec l'IA. C'est toujours la même chose, c'est un outil. Hein. La façon dont mais si c'est pas détectable, Mr. Captain, c'est-à-dire que le problème qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est à quel moment quelque chose. Je vais prendre un exemple tout bête. Alors après, on va en parler. Par exemple, maintenant, il y a des lois, paraît-il en France, sur les affiches publicitaires. Quand un mannequin est retouché, c'est marqué en bas, la photo a été retouchée. C'est visible maintenant, de façon de plus en plus claire. Est-ce qu'on peut pas imaginer un truc en disant cette photo, cette image, cet article a été généré avec la participation d'une IA? Est-ce que ça peut pas être écrit de la même façon que sur les photos retouchées où maintenant il y a des lois? C'est une solution intéressante. Et je pense qu'on va se diriger vers ça. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir à quel point la technologie n'est pas prête et pourtant à quel point elle s'intègre dans le truc.
C'est un tech parce que c'est presque sournois. Tu vois, tu as un proof of concept que tu es déjà en train de l'intégrer à ton Bing et tout, alors que tu sais les limites, tu sais à quel point ça part mal et tu sais à quel point le grand public ne comprend pas que tu es sur un proof of concept. Et que demain, des informations complètement éclatées qui vont être données par l'IA vont être prises comme de la vérité. Après toute une crise des fake news faite par Donald Trump, etc., tu oses faire un truc comme ça? Enfin, je ne comprends vraiment même pas oser. La technologie est intéressante. Encore une fois, la technologie est intéressante. C'est pas une histoire d'oser, à mon avis. C'est un pan, c'est le yin et le yang. La techno est intéressante, mais il y a un côté négatif et noir qui est exploité par ça. On la sort trop tôt. On est en train de l'utiliser alors qu'elle n'a pas fini d'atteindre sa maturité. Et du ça coup, sera là, quoi sa maturité? Parce que si je te dis comme ça sera quoi sa maturité? C'est capable, en effet, d'être détectable? Puis, excusez-moi, on parle d'une IA comme si elle était générique, mais elle n'est pas générique pour tout le monde. C'est des morceaux. L'IA, telle que moi je la vois et telle que je la ressens aujourd'hui, elle n'est pas la même en fonction du métier, du secteur dans lequel tu es. Voilà. Quand je parle de réglementer, il y a une IA pour ça, une IA pour ça, une IA pour ça. Mais ça, il faut l'expliquer aux gens. Or, en l'occurrence, il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Zéro. Go, ChatGPT. C'est aussi ce que je veux dire quand on parle du manque de maturité de la chose. Exactement. Parce qu'effectivement, là, on n'a qu'un seul gars à peu de choses près, à savoir c'est OpenAI avec son ChatGPT. Et quasiment tout le monde se base sur ça et essaie de faire sa propre sauce d'IA, machin. Et du coup, quelque part, ça ne correspond à rien. Le truc, c'est que ChatGPT, c'est un langage en réalité. Ouais. La question, c'est quel est le corpus que tu vas lui fournir pour lui apprendre des choses. Si tu lui files le corpus de l'encyclopédie et Wikipédia et des bouquins, très bien. Si tu commences à l'abreuver, tu lui dis, ta seule source d'information, ça va être Twitter. Apprends et après, tu réagis comme ça. Et il y a un mec qui a créé une IA, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment open source. Tu sais, open source, d'ailleurs, tu as des IA open source que tu peux trouver. Il y a un mec sur Reddit qui a entraîné une IA en se basant uniquement sur 4chan. Je vous conseille d'essayer ça. C'est probablement l'IA, si tu veux, la plus agressive que tu puisses trouver au monde. Internet était une erreur. Mais, de toute façon, on savait que ça allait arriver. À partir du moment où tu sors un outil comme ça, tu sais que ça va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Et bien sûr, on l'a souligné plus d'une fois au JDH. Mais encore une fois, on a encore ce débat parce que je crois qu'on peut en parler toutes les semaines. C'est tellement... Cassim, avec plaisir, Cassim. Oui, t'es en train de conclure, c'est ça? Mais non, je ne conclure rien, moi je suis là pour vous, les gars. Non, mais c'est qu'en fait, il y avait une news qui tombait à 17h, donc c'est parfait. On a fait tenir le débat jusqu'à 17h, donc je peux en parler. C'est quoi? C'est Discord qui annonce l'intégration de ChatGPT directement dans ses services. Et ils ont plusieurs outils. Alors, ils ont la possibilité directement d'interroger. Donc, c'est Clyde, le nom de leur IA à eux. C'est complètement basé sur ChatGPT. C'est un partenariat avec OpenAI. Et du coup, tu vas pouvoir, dans une conversation, dire @Clyde et sur les serveurs où ce sera activé. Et tu vas pouvoir lui poser des questions au même titre que ChatGPT. Ça va permettre de trancher des débats, par exemple. Mais ils ont eu aussi d'autres idées un peu plus intéressantes que ça, qui est la possibilité de résumer une conversation. Donc, tu arrives, tu vois, quand on est en train de préparer, par exemple, le JDH sur une conversation de groupe et que tu n'as pas suivi les 1000 messages qu'on t'a expliqués pendant une semaine, tu as l'IA qui va pouvoir, en un clic, te faire un résumé de la conversation, de qui a parlé de quoi, pour pouvoir après t'intégrer à la conversation. Et Pépé a dit que le taxo a sur le paragraphe, il va y avoir un gros morceau. Mais oui, mais je vous dis des choses. Mais c'est merveilleux. Donc. Mais voilà, donc pas mal d'idées, ils y croient beaucoup. Il faut savoir quand même que Midjourney, par exemple, dont on parle beaucoup, la génération d'images par IA, passe énormément par Discord. Ça passe par Discord. C'est sur Discord que les gens le font. Donc ils ont perçu l'usage, ils ont des millions d'utilisateurs chaque mois qui font des images sur Midjourney. Donc ils ont tout de suite sauté sur le truc. Et pour le coup, Discord, ils sont je les trouve assez intelligents dans l'amélioration de leur service. Et c'est un service justement qui est resté indépendant des géants de la tech et qui arrive à se créer, et qui est plutôt une belle plateforme, je trouve. Et du coup, tu nous as pas dit combien de temps avant qu'elle devienne xénophobe? Du coup, 24 heures, 48 heures? Non, alors elle apprend pas. Elle apprend des gamers, hein, donc. Non. Alors oui, effectivement, c'est une bonne remarque. Vous savez, vous êtes dans des studios de. Alors, je suis désolé, mais GG ici. C'est une très bonne remarque. C'est complètement basé sur ChatGPT, donc c'est arrêté en 202021. Donc d'ailleurs, tu peux pas lui poser des questions sur l'actualité. Oui, donc c'est la version offline. C'est ça. Et du coup, elle apprend pas de. Mais elle va pouvoir. Mais par contre, pour aller dans ton sens, ils ont aussi prévu une fonction pour Automods pour que, en gros, l'IA te permette de faciliter la modération de ton serveur Discord. Ouais, parce que ça, c'est important. Je déconne, les gens, mais ça pose en fait, l'IA va être capable de comprendre les règles que tu as mis sur ton Discord, genre je ne veux pas qu'on parle de chat sur mon Discord, par exemple. Elle va comprendre ça et du coup, elle va réussir à interpréter ce que disent les gens dans le serveur Discord. Et en fait, s'il détecte que d'un coup tu parles de cat, par exemple, ou de moustache, d'un félin à moustache, ils vont comprendre que tu es en train de parler d'un chat.
Et l'IA va pouvoir en fait signaler à la modération, envoyer un message à la modération en disant attention, il y a peut-être ce message qui est en train d'enfreindre le règlement du Discord. Ça, pour le coup, l'usage en tant que modérateur, je trouve ça très intéressant. Ça pourrait l'être énormément pour Twitch aussi, hein, qui est quand même un point sur lequel il y a... Mais elles vont tout contrôler, ces IA. Ouais. Si on vous écoute, les garçons, tous les jeudis, je sais pas, tu as un truc à rajouter, Captain ? Je vais juste terminer sur ces IA, ces histoires d'IA, avec Microsoft qui est en train de le rajouter à toute vitesse dans tous ses services, partout, n'importe comment. Et là, cette semaine, on a appris qu'il a intégré dans sa Power Platform, donc en fait, c'est du développement no-code, avec des fonctions qui permettent d'intégrer ça dans un site et qui va utiliser le corpus de site pour répondre à des questions. Et aussi dans Dynamics 365, qui pour le coup est un truc de développement business. Et là, effectivement, et t'en parlais tout à l'heure pour Discord, ça va être exactement la même chose, puisque tu pourras mettre l'IA dans Teams pour qu'elle écoute les conversations, et à la fin, elle te fera un rapport qu'elle va t'envoyer par mail avec tout ce qui s'est dit. J'avais pas de Doliprane, mais quand je t'écoute, je sais pas pourquoi, j'en ai besoin pour ce soir. Justement, alors là, tu fais le passe-plat fabuleux, puisque Cassim va nous parler de Windows 12. Oui, déjà, on n'est pas encore passé. Tout le monde n'est pas passé à Windows 11 et on va pas déjà passer à Windows 12. On avait déjà entendu. 11 devait pas être la toute dernière version. Non, c'était Windows 10 qui était la toute dernière version. Après, ils ont arrêté. À partir de Windows 11, on n'en peut pas aller. Donc, Microsoft enchaîne les mises à jour pour Windows. D'ailleurs, il y a encore eu une mise à jour très récemment pour Windows 11. Importante. Mais ils sont déjà en train de prévoir la suite avec Windows 12 qui devrait arriver a priori en 2024. Et en attendant, il va falloir offrir des bêtas, commencer à annoncer un peu tout ça. Et ils ont commencé à prendre les devants. Alors officiellement, ils n'ont pas parlé de Windows 12, mais on comprend que c'est bien le but. Vous savez, ils ont un programme qui s'appelle le programme Windows Insider, dans lequel les fans, les développeurs, etc. peuvent tester en avance les futures versions de Windows. Et donc dans ce programme Insider, ils ont annoncé un changement cette semaine. Ils ont intégré un nouveau canal, le canal Canary. Si vous avez déjà testé des navigateurs, vous connaissez peut-être déjà le principe. Canary, c'est le nom qu'on donne dans le développement informatique à quelque chose qui est le plus tôt possible, qui est vraiment une version alpha, la version... le canari dans la mine, hein, tout bêtement. Le canari dans la mine, exactement. Donc je crois que c'est Chrome qui avait le premier vraiment popularisé ce terme pour les versions de navigateurs vraiment très en avance. Et donc là, c'est le même principe. Donc vous allez avoir le droit à une version Canary de Windows. Et ils annoncent que c'est pour tester une future version de Windows sans annoncer laquelle. Mais bon, du coup, on comprend bien que ça va viser... Quelle est la suite de 10 et 11 voilà. Windows 11.5. Oh là là. Là, ils ont fait 8 points. Donc Windows 11 partout, peut-être. Faut pas les tenter, hein, Microsoft. Windows 11 2024, édition Anniversary Creators. Édition Gold, les pros. Ils en sont capables. C'est ça. Ultimate, bien sûr. Ça manquait Ultimate Platinum. Voilà, bien sûr. La Perfect Edition, pardon. Dans les grandes nouveautés que devrait contenir Windows 12, pour l'instant, on pense que ça va être le premier Windows, justement, qui va faire la part belle à l'IA, ce qui va permettre aussi, parce que Microsoft est très intelligent, de revendre des machines, puisqu'il va falloir des machines optimisées pour l'IA, évidemment, des processeurs avec des machines qui intégreront des SoC avec des NPU, donc des puces dédiées à l'intelligence artificielle, à l'accélération de l'intelligence artificielle. Donc ça va surtout être une bonne excuse pour aller faire repasser les gens à la caisse pour acheter de nouvelles machines. Donc ça, on en reparlera d'ici à 2024. Mais voilà, si vous êtes fan de Windows, que vous voulez vraiment tester, être dans les premiers, dans les starting blocks pour tester ça, vous pouvez vous inscrire pour la version Canary. Attention, par contre, Microsoft prévient que c'est vraiment une version qui peut être très instable, dont les nouveautés peuvent ne jamais sortir parce que c'est vraiment une sorte de laboratoire d'essai. Si l'image c'est Canary, c'est parce que on envoyait les canaris pour savoir si les mines étaient safe, en sachant que la moitié est crevée. Et donc vous êtes prévenu, c'est pas stable. Il faudra réinstaller Windows à la fin si vous voulez repasser en version stable. Si vous voulez servir de cobaye, oui, c'est ça. Mais ça fait vachement rêver quand on vous écoute, on a envie de rien faire. On a envie de toucher à rien et surtout. Mais si vous avez un petit PC sur le Teco qui prend la poussière, voilà, tu vas envie de tester. Franchement, dans les versions pas grand chose, juste pour test. Qui peut prendre feu sans que ça vous dérange trop. Voilà, c'est ça. Ça va pas jusqu'à là non plus, version Canary, calmons-nous. Hein. Donc rendez-vous 2024, Cassim. Rendez-vous en 2024 et en attendant, va falloir mettre à jour les PC du chat, visiblement. 54, oui, alors, je suis un petit peu, on va le dire, 54% du chat est sous Windows 7, 8, 10. En fait, ça dépend une date, du coup. En fait, ça dépend de ta bécane, parce que plus quand tu achètes une bécane récente, alors que ce soit un PC portable ou une tour, tu vas aller sur le modèle Windows que tu as. Et si tu as déjà un PC depuis très longtemps et que tu bidouilles ton PC, tu changes ta carte graphique, ta carte mère, etc., tu vas peut-être pas changer non plus ton logiciel d'exploitation. Sachant qu'un OS, officiellement, ça coûte cher.
Voilà, donc Oui. aussi. Un Windows, on parle de, si je ne m'abuse, 120, 150, 200 balles. Ouais. Mais facile, ouais. Ça fait énormément du prix d'une tour et c'est Mm. pour ça que C'est c'est ça. plus intéressant de la monter et d'utiliser Linux. Mais enfin, Tu sais mais au à tax- quel point je te connais, Mais est-ce que je te tu dis, il va utilises pas Linux, réussir à finir sa phrase en balançant Linux. Mais je te- en plus, je il te- est sur Chrome OS. peut-être que Mais Windows, C'est Linux, Ah, mais oui, bon, touche c'est Chrome OS. Ne touche même pas, wesh. peut-être que Windows 12 sera la version aussi optimisée enfin pour ARM pour de vrai cette fois. Hein, voilà. Ah, là, si seulement. Alors là, franchement, là, je leur envoie des fleurs, clairement. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux parce que là, j'avais déjà un Doliprane, je suis à 2, donc on va essayer de prendre un truc un peu plus léger parce qu'on va parler. Le chat me régale, apparemment, ils ont druidé des clés. Mais machin. le chat régale toujours, faut quand même Non, le mais, savoir parce que moi, quand en vrai, si vous je payez peux le pas les full voir. price, Oui, il y a un problème. Ici, je peux pas voir le chat, mais après, quand je rentre et que je refais en replay, je regarde le chat. Je me dis, oh, ils sont trop forts. Puis ça donne plein d'idées en plus. Merci. Alors maintenant, parlant d'idées, on va voir un truc un peu plus léger. C'est une application de Facebook, Messenger, Oui, tout à qui fait. a Ont des applications légères atterrirait- chez Non mais Alors, moi, Messenger, je connais parce que c'est, en fin de compte, je l'ai de ma génération, mais il y a Ah, encore des je gens m'en sers- autour de Je m'en sers toujours, mais Mais moi aussi, mais pour contacter des gens qui sont, Ouais. tu vois, des gens qui sont un peu C'est ce truc de Facebook moins, que un peu j'utilise. plus vieux que moi. C'est autant vous dire. bah oui, parce que Facebook, évidemment, Facebook, je ne sais pas, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, c'est un peu le truc des anciens. Quoi. Je veux dire, je sais pas si c'est pour vous, mais moi, je me connais sur Facebook une fois par mois, et généralement, c'est juste pour effacer Si le spam. Messenger. Ah oui, pour avoir Messenger tous les jours, mais Messenger. le reste, Pareil, rien à Messenger. faire. Que tous les jours. Messenger. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, puisque, rappelez-vous, Ah. il y a 9 ans, repartons un peu en arrière, c'était en 2014, nous avions donc Facebook qui avait annoncé que, définitivement, Messenger quittait l'application Facebook. Pourquoi ? Alors, à l'époque, ils avaient dit que c'était pour éviter la confusion de deux apps différentes et qu'il fallait mieux avoir une app Facebook d'un côté, l'app Messenger de l'autre. Tu sais que moi, j'y ai même pas cru quand ils ont dit ça. Personne n'y a Sincèrement, cru, j'y ai pas cru. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc ? L'idée, c'est peut-être de se dire, comme de toute façon les gens en ont besoin, ils vont avoir à la fois l'application le Facebook, à la fois l'application Messenger, et ça nous fera deux applications dans le top 10. Et effectivement, De l'époque, si je me souviens bien, Oui. parce que j'avais pas mal couvert le sujet, c'était que la concurrence de Snapchat était toujours plus intense et que beaucoup des nouvelles générations avaient identifié Messenger comme comme un service qui était détaché de Facebook. Mm. Donc pour réussir à attirer plus les jeunes à Mhm. leur truc et garder leurs données quand bien même ils ne voulaient pas être sur Facebook, ils avaient séparé Facebook et Messenger pour que Messenger ait quelque part sa propre communication un petit peu discrète. Non, on n'est pas pour les papas, tu vois. eh bien, figure-toi que 9 ans après, tout change, puisque Messenger est de retour dans l'application Facebook. Et oui, ils sont en train de faire C'est une le bêta blague. test. Alors, cette C'est fois-ci, naze. quelle est une leur blague. excuse ? L'objectif est plus de simplicité pour se connecter et partager vos contenus. Voilà. C'est retour aux sources à case des parts. C'est Effectivement. une Alors, blague. Si on regarde un peu derrière, en fait, Meta traverse évidemment une période un peu compliquée. Ah bon On en a parlé déjà tout à l'heure. Et alors, malgré tout, ils sont quand même ils ont la moitié du top 10 des applications téléchargées. J'ai vu ça. C'est assez hallucinant. Alors, de mémoire, attendez, est-ce Ouais. que j'ai le top ? Oui, ils ont 3 des 4 premières places. Ils ont Instagram, Facebook et WhatsApp. Il y a juste à la deuxième place TikTok qui est montée. Et effectivement, ça va leur faire un peu peur, savoir la montée peu à peu, bon, on le voit sur l'écran. Mais de c'est comme ça depuis TikTok. des années. Ce classement-là, Oui. des top 10, ça a toujours été méta partout. Et si vous le remarquez bien, Facebook Messenger descend peu à peu là où il était deuxième pendant très longtemps. Eh bien, il est aujourd'hui à la 8e place et il se dirige vers la fin du classement. Donc, Dépassé par CapCut, hein, c'est dur. Hein. Mm. Encore Telegram, Snapchat, je peux l'entendre, mais CapCut, bon, c'est quand même un logiciel de montage, ça. Bon, voilà. bon, en tout cas, Pas on la va même voir ce que chose, ça donne. L'idée, a priori, pour Facebook, ce serait de faire disparaître l'image, effectivement, de Facebook un peu old school et de se diriger vers quelque chose qui pourrait éventuellement concurrencer, je dis bien éventuellement parce que c'est pas gagné, TikTok en n'étant plus une application de communication avec la famille et les amis, mais en devenant une application de divertissement et de partage de Pour moi, c'est une contenu. erreur parce que vraiment, Messenger est une application pour la famille, pour des gens qui sont pas forcément sur TikTok. Je peux me tromper, mais je pense que moi, j'utilise pour des gens qui sont en effet pas habitués aux autres réseaux Et tu sais, sociaux. mais tu sais que par exemple, les appels, moi, par exemple, le soir, souvent, on a un groupe par rapport à FUT, avec des potes, c'est un appel, c'est un groupe Messenger. Les appels sur Messenger sont plus clean Bah oui. que les appels que tu fais avec d'autres personnes, par exemple, sur WhatsApp. Par Mais exemple. WhatsApp, le son est immonde. Voilà. Excusez-moi de le dire. Et en mais plus, sur Messenger, c'est vachement sur bien maîtrisé. Messenger, tu peux afficher des choses. Je peux afficher ma caméra. Oui, voilà. Quand je suis sur mon PC, je peux montrer avec mes copains, je peux streamer ma partie, par exemple, sur ma console ou autre. Donc Tout à fait d'accord. voilà, après. Moi, le son le pire, c'est WhatsApp. Pour moi, en audio et on la appelle, stabilité. même en vidéo, hein. En même en Oh là vidéo, là c'est là pas là extraordinaire, là là. WhatsApp. hein. Bon, écoutez, dans tous les cas, c'est super passionnant. On va y revenir, mais on va surtout revenir à un truc intéressant. C'est le dossier de la semaine. Alors, dossier, c'est un beau jingle. Voilà, c'est parti. Vous l'avez voulu.
Combien de personnes sur ce plateau étaient au salon de Barcelone Mobile World Congress? On lève la main. Voilà. Toutou, Captain To. Bah non, moi j'y étais pas. Et voilà, il y avait déjà 3 personnes qui étaient. Alors, on rappelle le Mobile World Congress, c'est le grand salon, on parle pas uniquement du smartphone, mais la télécommunication en général, le salon du CSM à la base. Et il y a beaucoup de nouveautés. Alors, il y avait beaucoup de trucs. Alors, il y avait du smartphone. Et globalement, le truc intéressant, c'est qu'il y avait bien sûr dans les présentations beaucoup de haut de gamme. Chaque fois, c'est ce qu'on met en avant comme des gris-gris. On dit, regardez ce qu'on sait faire. Alors, globalement, les smartphones, c'est surtout le salon des photophones, puisqu'on va en reparler avec Cassim également. Là, j'ai un produit qu'on va commencer avec, parce que Xiaomi a dégainé sa millième gamme de l'année. Parce qu'à un moment donné... Oui. Bah, ouais, c'est vrai que millième, on est qu'au mois de mars, donc c'est la millième. Là, pour l'instant, c'est la millième. Là. Pour moi, c'est la millième. Donc, ils ont dégainé les Xiaomi 13 Pro. Il y en a plusieurs, mais celui qui est dans la main, bien sûr, c'est le plus cher. Parce que, bon, normal, mes réputations, quand même... C'était un des plus gros stands du salon. Mais tu sais, il était quand même imposant, quoi. C'était un des plus gros stands du salon. Et le plus gros stand tout court, c'était Huawei. Oui. Il y avait comme une ville. C'est-à-dire que Huawei, ils avaient une ville numérique. Nous, on s'en fout, de toute façon. On est des géants en Chine. Okay. Le plus grand stand qui parle au grand public. Oui, qui parle au grand public, c'était Xiaomi. Il y avait Motorola, Lenovo juste en face, avec à peu près la même taille. Et Honor était le stand de Honor était très impressionnant aussi. Et Samsung, qui avait que dalle à présenter, avait un stand énorme. Gigantesque, au même endroit. Et ZTE avait un stand gigantesque aussi, alors que ZTE n'est pas tellement connu. Xiaomi était central. Enfin, bref, bon. Xiaomi, ils avaient tout, parce qu'ils avaient les robots, ils avaient tout, justement. Et ils avaient ce produit qui est ici. Donc, les Xiaomi série 13, alors c'est difficile avec les caméras, voilà, donc il y a 13 et 13 Pro. Snapdragon, bien sûr, on va en parler tout à l'heure avec Cassim, qui faisait un carton sur place, même si j'étais voir Mediatek pour leur dire c'est peut-être temps de bouger un petit peu. Puis il travaille avec Vivo aussi. Non, mais je leur ai dit, je vais aller les voir, les gars, j'ai écouté, les gars, j'ai fait ma tête, tu sais, le chat dans Shrek, comme ça. Rallume le téléphone. Les gars, il s'est rééteint. Ne tapez pas sur Mediatek, ils essayent. Alors donc ça c'est le 13 Pro. Il faut savoir qu'ils ont poussé sur la photo à fond de tous les côtés. Ils ont donc un grand angle 23 mm avec un capteur 1 pouce. On pourra, malheureusement, il reste un capteur 1 pouce dessus. C'est un peu une vogue actuellement. Il y a pas mal de produits qui sortent avec des capteurs 1 pouce. Ultra grand angle 14 mm. Un téléobjectif dessus. Alors, ils ont une colorimétrie signée Leica, alors que eux appellent, bien sûr, authentique, vibrant. Ce sont des specs colorimétriques. Je sais pas, c'est pas des filtres vraiment. Ce sont des profils colorimétriques signés Leica. Alors, il faut savoir que la photo du 13 Pro peut être en RAW, en 10 bits. Donc, on parle encore une fois d'un produit qui est un photophone. Ils ont foutu la gomme de tous les côtés. Captation, à ma connaissance, c'est HDR et Dolby Vision en captation Ultra HD 4K. Captation en 8K possible. Vous voyez un peu le bousin de la mort. Wi-Fi 7 avec max 5,8 Go carrément. Ils disent allez, on y va, on appuie sur tous les boutons en même temps. L'écran, c'est un écran 6,73 pouces, 120 Hz avec tous les HDR bien sûr, 1200. Alors eux ils disent de 1200 à 1900 candela, qui serait donc le smartphone. Tu allais annoncer autre chose là, mais vas-y, oui. Moi je tiens surtout que tu me coupes la parole si je dis des énormités parce que j'adore ça. Dire des énormités me faire couper la parole. Mais autre chose qui est autour des 1200, mais de 1200 à 1900 candela en Crète. Alors c'est ça que tu voulais revenir? Non, c'est autre chose, tu verras. Mais vas-y maintenant. Le prix de ce truc. Le prix du bousin, je crois que je ne l'ai même pas marqué. C'est 1299 €. Donc je pense quand tu pensais parler de 1200, j'ai cru que tu allais. Non, mais t'es trop fort, moi je ne tiens pas à côté de toi, Cassim. Alors l'audio Dolby Atmos. Alors la batterie, alors comme toujours chez Samsung, mon Dieu. Chez Xiaomi, il faut que je la fasse. 4500 mAh. Alors turbo, ils ont un modèle turbo. Ils ont le boost turbo avec 67 watts et 50 watts en wireless. Et ils arrivent à charger. Non, celui-ci c'est 4800 et 120 watts. Ils arrivent à charger en 19 minutes à 100%, directement. Et le modèle que j'ai dans la main, en effet, Cassim est à 1199. C'est le haut de gamme de Xiaomi, c'est la série 13 avec le 13 Pro. Un modèle dont on a beaucoup parlé pendant le salon quand même. Qui est dans les prix globalement de même. Qui est dans le prix des. Cassim va répondre à tout ça. Oui. Tu t'as pas l'air convaincu de la c'est qu'en fait, oui, officiellement, oui, il est dans les prix effectivement, il est dans les prix des concurrents. C'est dommage qu'il soit pas aussi bon que les concurrents. Et voilà. Et c'est pour ça que je voulais qu'il parle parce que quand vous avez quand même écrit des choses sur Android. Tu as fait le test sur Android. Non, c'est Titouan qui a fait le test pour nous à toute vitesse avant le Mobile World Congress. Le petit Titouan, on embrasse. Qui a pu le tester et malheureusement pour le prix qu'il demande, Xiaomi n'a pas encore les épaules assez solides pour demander du 1300 € sur un téléphone à ce prix-là. Alors il est très bien quand même, bien sûr, heureusement, mais en comparaison d'un Galaxy S23 Ultra, à peine plus cher, ou d'un OnePlus 11 surtout, qui est beaucoup moins cher pour le coup, qui est autour des 900 €.
il a du mal à se défendre en fait. Il est un peu entre les deux. Il est pas si bon que ça. Ce capteur 1 pouce, tout le monde le vante. Je rappelle qu'un capteur 1 pouce mal utilisé, c'est de la daube. Quand on soit clair, si l'optique suit pas, le traitement suit pas derrière, c'est de la daube. Pour résumer, pas ouf quoi. En fait, non, mais il est bon. Il est bon. C'est compliqué à ce prix-là à ce prix-là, on attend quasiment quelque chose de. Le problème, tu sais quelque part, le problème, Yannick, c'est pas le produit. Souvent, c'est ce qu'il y a en face. Oui. Que dans l'industrie, c'est ça. C'est je l'ai sorti. Regardez, oh là là. Du coup, c'est son positionnement par rapport au reste, quelque part, quand tu dis ça. C'est-à-dire comment tu le situes par rapport aux autres de la même gamme, quoi. Le problème, c'est tout ce qui est en face, quoi. Après, les gars, dans 3 mois, il est moins. Oui, alors c'est ça. 33%, C'est ça. aussi, là, on parle. Nous, on évalue au prix de lancement, voilà. Donc, et on voit un peu ce qui se fait en face, etc. Comme tu l'as dit. Ouais. Et après, je vois que tu le portes à bout de bras. Je te sens bien courageux parce que un des trucs qu'on avait relevé, c'est le fait que. Voilà, il fait son petit poids quand même. C'est un petit peu une briquette, quoi. Les gimbals vont avoir du mal. Voilà. On passe après, excusez-moi pour la voix, ça va revenir, c'est une période compliquée. On va passer maintenant à une petite vidéo de l'extensible. Reste avec nous. Je reste avec vous, là, il faut juste que je boive un petit peu. Tu veux que je parle peut-être du coup Mais 3 minutes, ça va m'arranger, parce que la crève, c'est la crève. Mais c'est du live, c'est ça qui est beau. J'arrête pas de gueuler en même temps que ça tienne. Allez, vas-y. N'en parlez pas d'extensible, parce que j'ai un extensible que j'aimerais montrer en vidéo. On a montré un extensible chez Motorola, qui est également passé chez Frandroid. Voilà. Oui, tout à fait. Oh mon Dieu, c'est la vidéo de 01. Mais c'est pas grave, mais tout le monde l'a vu, c'est ça qui est cool. Mes confrères de 01 qui m'ont prêté les images, je les embrasse très fort. On en a parlé la semaine dernière, effectivement. Tout à fait, oui, c'était en passant, je voulais le réévoquer, parce que c'est clairement le truc que les gens ont le plus retenu, c'était la star du salon, c'était le produit qui a le plus impressionné les gens parce que c'est l'alternative au pliant et que, en plus, c'est d'une marque qu'on n'attend plus forcément sur autant d'innovation. Enfin, c'est Lenovo en même temps, c'est pas Motorola, c'est-à-dire que Lenovo, c'est un géant. D'ailleurs, il y avait un PC à écran roulable. On va en parler un petit peu après. Oui, mais voilà, du coup. Tu me jettes Mais je te jette à l'eau, même pour m'aider, quand ta voix est revenue, maintenant tu parles même plus. Mais bref, du coup, oui, c'était la star du salon. Après, si tu veux, je peux enchaîner peut-être sur des choses dont vous n'avez peut-être pas parlé. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, j'étais dans l'avion au moment où il y a eu le JDH, donc j'ai pas tout suivi de ce que vous aviez déjà discuté. Donc, parce qu'on a parlé la semaine dernière du Honor, Magic 5 Pro, qui est un produit qui est également vanté et qui est sorti avec une très grosse conférence de presse. En quoi ils ont refusé du monde. Pour Honor, c'est comme quelque chose, une marque qui n'est pas trop connue en France. Ils font une conférence de presse à Barcelone avec beaucoup de monde et il y avait en effet une proposition industrielle intéressante, c'est-à-dire sur toute la gamme. Ils ont des pliants, ils ont ce produit, donc le Magic 5 Pro, qui a un design qui rappelle quand même vachement Huawei, quoi. Je veux dire, ils disent ouais, non, on se séparer de Huawei, c'est pas nous avec le Gaudi Effect. Alors voilà, les Espagnols étaient là, Madre de Dios, Gaudi Effect, voilà. Donc, et ils ont quand même des résultats assez intéressants. Ils ont un produit qui est très chargé techniquement. C'était vraiment ce que j'ai trouvé cette année, c'était des flagships où encore on essayait de pousser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas de pousser de tous les côtés, mais est-ce que les gens en face vont continuer à acheter des produits qui, malgré tout, sont peu ou prou à des prix très élevés, mais qu'est-ce qu'ils proposent de plus? En face, on sait très bien qu'on a des superstars comme Apple avec les 14 Pro Max ou bien les S23 Ultra qui sont dans ces eaux-là. Et le problème, c'est cette guerre sur les hauts de gamme. Ça va être l'usage. J'ai déjà donné ce débat, on a déjà parlé plusieurs fois. Mais j'adore ce débat parce qu'il faut en parler. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, en dehors de ce qu'un smartphone fait de manière basique, c'est la photo et la vidéo. Mais bien sûr. Sur la photo, il y a une époque où il y avait un monopole de marques. Aujourd'hui, quasiment tout le monde sur la photo fait très bien. Par contre, sur la vidéo, tout le monde ne fait pas très bien. Et le problème, c'est que tu as un parc énorme de smartphones avec des prix qui sont globalement, je parle dans la fameuse gamme ultra, tous similaires. En gros, il faut compter entre 1000 et 1200 balles. Clair. Sauf que tous ne t'apportent pas la même qualité vidéo et te promettent quand même monts et merveilles. Donc il y a l'Acom, il y a les différents benchmarks des différents sites. Et ce qu'on fait, nous, ici, on essaie de donner un petit peu, de dire la vérité et de parler vrai. Avec les tests de Frandroid, avec les tests des uns et des autres. Mais la réalité, elle est là, c'est que pour une offre qui, globalement, maintenant tourne autour de deux choses, la photo et la vidéo, t'as trop de choix. T'as trop de choix, alors que finalement, malgré tout ce choix-là, ça va tourner toujours autour de, 1, 2, 3 modèles qui vont vraiment être au-dessus du panier. Parce que quand tu regardes dans le détail, en fait, déjà, ils arrivent quand même à se distinguer, ces 2 ou 3 modèles du reste de la concurrence. Et je pense qu'il y a des marques qui se sont fait connaître sur le prix. Et du coup, je pense à Xiaomi et Honor, justement, les deux ont joué sur les prix pendant longtemps. Et Samsung l'a fait à une époque aussi. En fait, ça prend du temps. D'abord, tu arrives à un tarif et ensuite, après, avec les années, tu arrives à perfectionner ton modèle et ta réalisation pour arriver à justifier ce tarif. Les premières années, en général, ça fait grincer des dents. Je me rappelle que Samsung, les premières années où ils sont arrivés avec le Galaxy S6 à l'époque, sur des tarifs haut de gamme compétitifs avec l'iPhone, avant, ils étaient moins chers.
Et avec le Galaxy S6, ils ont refait un design, ils n'avaient plus de micro SD, etc. Ils avaient un produit qui a marqué son époque quand même. Hein. Voilà. S6, il a marqué son époque, ce produit. Le S7 derrière. Le S7 qui a beaucoup marqué. Edge dans oui, voilà, c'était incroyable. Et c'était les premières années où Samsung vraiment était en termes de prix au même niveau qu'Apple, et on les trouvait du coup trop chers pour de l'Android. On disait mais non, l'Android normalement c'est moins cher. Et ils ont mis du temps, et maintenant aujourd'hui plus personne ne remet en question les tarifs que propose Samsung. En tout cas, ils ont réussi à imprimer que c'était un produit haut de gamme au même titre qu'Apple. Après, ce qui fait la balance, c'est qu'on parle de Samsung, d'Apple, on peut parler d'Oppo, on peut parler d'Honor, etc. C'est que les autres marques, à la différence d'Apple, ont fait en tout cas le côté vraiment entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, leur créneau. C'est-à-dire que chez Samsung, quand tu regardes bien, tu n'as pas que le Galaxy. Mais c'est une force de l'industrie, c'est parce qu'en effet, ils sont tellement puissants. Tu n'as pas que le Galaxy. Le Galaxy, c'est ce qui va se rapprocher de ce que Apple va proposer en face. Le Pro Max. Tu vas être sur les mêmes prix. Mais si tu n'as pas ça dans ton portefeuille pour pouvoir dépenser, tu as d'autres modèles chez Samsung qui peuvent arriver. Du coup. Non, je suis d'accord avec toi. Cassim, je vais juste dire un petit truc, c'est que justement, ces marques qui essayent de taper dans la mêlée, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des leaders, elles ont tendance à essayer de s'allier justement à des Leica, à des Zeiss pour justifier leurs tarifs, pour que les gens, même si la marque, moi j'ai pas envie d'acheter un Xiaomi, attention, peut-être que si ça se trouve, Xiaomi travaillait avec Leica, avec Zeiss et tout, ils essaient de mettre ça, et sur les boîtes, ici, vous voyez donc les optiques Leica, vous voyez certaines marques qui travaillent justement pour essayer de se crédibiliser, donc c'est un marché qui est très compétitif, mais encore une fois, je pense qu'il y a 2-3 élus. Et on voit que d'ailleurs Apple et Samsung ne le font pas parce qu'ils n'ont pas besoin de se justifier justement. Mais je peux me permettre d'enchaîner. Tu mentionnais l'entrée de gamme, et au Mobile World Congress, il n'y avait pas que des vitrines technologiques, il y avait aussi des produits un peu intéressants, un peu quand même qui changent un peu de l'ordinaire, je veux dire. Et on a vu notamment le Nokia G22, alors Nokia qui nous revient de voilà. Et ce qu'il a d'intéressant ce produit, c'est un smartphone qui coûte 200 €. Et alors, je suis convaincu qu'ils vont pas en vendre des tonnes. Oui, ça va pas être le smartphone de l'année, il sera peut-être pas très bien en termes de qualité, mais il a un truc que je trouve vraiment très bien. C'est une capacité à être démontée très facilement. Ils avaient un stand en fait en partenariat avec iFixit, qui est un site assez connu pour démonter, réparer, etc. et qui évalue souvent les produits pour dire s'ils sont facilement réparables justement. Et là, il y avait un stand qui permettait vraiment d'expérimenter le truc, et effectivement en quelques minutes, tu pouvais changer la batterie, changer le module USB-C, changer des éléments. Et combien coûtent ces pièces, Cassim? Parce que tu dis on peut changer, si le smartphone coûte pas cher. Une très bonne question. De mémoire, les outils c'était une dizaine d'euros, et la batterie, par exemple, pour changer la batterie, c'était une trentaine d'euros. Donc c'était très raisonnable. Et donc, on aimerait que des marques s'inspirent de ce travail-là, parce que c'est vraiment quelque chose. C'est une batterie qui est complètement intégrée. C'est pas comme à l'époque des Nokia 3310 où le téléphone s'éclate et où tu as la batterie qui sort toute seule. C'est un truc qui est tout intégré au même titre qu'un smartphone haut de gamme, mais ça a été pensé pour que tu puisses le dévisser, le démonter facilement en quelques minutes. Et sans qu'il y ait de la colle à l'intérieur, etc., pour t'empêcher de changer la batterie. C'est un de tes coups de cœur Moi, je trouve ça. J'ai un petit penchant pour l'accessibilité et des démarches un peu plus responsables en termes de création de produits. Et je trouve que c'est très cool, qu'il y ait des marques qui y pensent. Donc, j'ai envie de les mettre en lumière. Fait un papier, vous avez fait une vidéo sur Android? On a fait une vidéo et on a fait un article surtout, un papier sur comment on a démonté un smartphone sans le casser. Donc, c'était très cool. Et dans les trucs, je peux enchaîner sur un autre truc pour aller un peu plus vite sur la connexion par satellite. On voulait parler de tendance de l'année. Wow. Et pour le coup, ça, c'est une tendance. Apple l'avait intégré avec les iPhone 14, et la concurrence est arrivée très vite pour faire mieux, en fait, au final. Il y a Qualcomm qui prépare son Snapdragon satellite. Ils en ont profité là au Mobile World Congress pour annoncer pas mal de partenariats, notamment Nothing qui était là dans le coin pour dire qu'il travaille sur un Nothing Phone 2 et qu'il intégrera le Snapdragon satellite. Rouge. Cool. Et, exactement. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est nous qui avons pu tester pour la première fois vraiment la connexion satellite sur Android. Cette fois, ça se passait chez un autre fabricant et en partenariat avec Mediatek justement. Donc c'était pas Qualcomm pour le coup, et c'était un service qui fonctionnait chez le nom m'échappe, le nom de la marque de Caterpillar, voilà, merci. Caterpillar, le fabricant de smartphones. Ils sont plusieurs là-dedans. Donc c'était chez Caterpillar qu'ils ont montré ça, et c'est une connexion par satellite qui permet à la fois d'envoyer des SOS n'importe où, quand tu es loin des antennes, loin du réseau, en montagne, etc. Tu peux envoyer un SOS au service d'urgence
Et en plus, il va être capable de te géolocaliser et d'envoyer les secours assez rapidement. Et tu vas aussi être capable d'envoyer des messages, une trentaine de messages par mois, à des contacts, pareil, sans capter quoi que ce soit. Ils annoncent un déploiement du réseau satellite d'ici 2024 sur l'ensemble du globe, hormis le cœur des océans, en gros, où ça coûte cher et il n'y a pas grand monde, donc voilà. Mais pour l'ensemble des continents, on va dire, d'ici à la fin de l'année. Tu crois que c'est une vraie tendance? Parce que, bon, ok, Apple a mis les pieds dans le plat du satellite en disant voilà, le satellite et autres. Moi, j'ai pas eu l'impression que le public avait une appétence particulière. Est-ce qu'on leur a expliqué? Est-ce que non, mais moi, j'ai besoin de savoir. Je fais le candide, moi. Moi, je pense que c'est la fonction que tu n'as pas envie, enfin que tu es content d'avoir et que tu as surtout crainte d'utiliser parce que tu n'as pas envie d'être en situation d'urgence, mais par contre c'est littéralement un truc pour sauver des vies, donc du coup tu as envie que tout le monde l'ait. Il faut le démocratiser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'expliquer, il faut vraiment dire aux gens c'est là, et bien expliquer ce qu'on peut faire avec. Donc pour le moment, il y a Apple qui est sur le coup, il y a donc Caterpillar, tu m'as dit, il n'y a pas Samsung. Alors, du coup, il y a pas Samsung qui prépare un truc parce que j'ai vu passer. Samsung il prépare aussi un truc de leur côté. Il y a Qualcomm surtout qui va inonder avec le Snapdragon 8 Gen 2 les fabricants de smartphones. Donc sur la deuxième moitié de l'année, ça va être une fonctionnalité qu'on va retrouver assez facilement dans les smartphones. Là, ce qui était intéressant, c'est chez Caterpillar, c'est qu'en plus ils avaient aussi un boîtier. Alors c'était sous la marque Motorola cette fois. Qui permettait de rajouter une connexion satellite à n'importe quel smartphone. C'était le boîtier en fait qui fait la connexion satellite. Ça fonctionne en Bluetooth après avec la connexion avec ton smartphone et du coup ça permet d'ajouter cette connectivité là à n'importe quel produit et donc potentiellement voilà. Et en plus tu avais un bouton SOS directement sur le boîtier. Donc potentiellement pour sauver des vies, enfin vraiment. Moi je suis à fond, quoi. Je trouve ça normal. Je suis plus qu'intéressé par ça, moi au contraire, parce que c'est une tendance qui est liée à la tendance de la fitness et du running et du suivi de data sportif en fait, ce genre de truc où plus ça va du coup et plus les gens partent en montagne faire du bordel, faire des randonnées, des trucs comme ça, notamment ma sœur. Et il y a tout ce côté, les montres en elles-mêmes qui ont ces données-là ou ces possibilités sont extrêmement chères et un investissement supplémentaire. Si on l'a directement dans le smartphone qui est déjà utilisé comme un tracker, c'est super intéressant. Ça, je sais que c'est un truc, je vais clairement l'offrir à ma sœur taquet. Mon petit Otaxou, il nous reste un tout petit peu de temps pour finir ce dossier. Je te propose d'essayer. Je viens de parler juste de Realme après, mais je te laisse du coup. Alors, est-ce qu'on fait Realme tout de suite? Est-ce que ça peut être rapide? Est-ce que Realme, rapidement, parce qu'on les a marque de smartphone, Realme. J'ai déjà bien parlé, moi, sur le sujet, donc je t'en prie. Ok, désolé, du coup, je te hijack le truc. Pas de souci. Du coup, Realme, parce qu'on les a pas vus au Mobile World Congress, on s'est rendu compte chez Frandroid qu'en fait, on n'en avait plus parlé depuis plusieurs mois. On avait du mal à obtenir des produits. Et en fait, leurs comptes réseaux sociaux, par exemple, ont arrêté de publier depuis le début de l'année. Et donc, on a un peu mené l'enquête. Enfin, c'est Titon qui a mené l'enquête pour le coup cette semaine. Et on a publié un article sur Frandroid du coup pour expliquer que c'est un peu. Alors, on n'a pas toutes les réponses encore, mais globalement, ce qu'on croit comprendre, c'est que la branche française est en train de fermer ou a fermé. Que Realme dément pour l'instant, en tout cas, vouloir quitter le territoire, donc ils vont continuer à commercialiser leurs produits, mais sans une branche française en termes de dans ce genre de contexte. Donc ça voilà, donc ça ne veut pas forcément dire. Ouais. Ils ont encore une branche européenne. Ce qui est étrange, c'est que Realme était quand même. Donc c'est la marque, ça appartient au groupe Oppo. C'est ça me sidère, moi. C'est une marque concurrente de Redmi chez Xiaomi. Est-ce qu'ils ne se sont pas auto-concurrencés tous à l'intérieur même de leur propre truc? Peut-être, mais ils étaient en énorme croissance. En tout cas, on parle de. C'était en fin 2021, ils avaient 1365% de croissance sur le marché français. Mais ça dépend d'où on part. Oui, bien sûr, très bien nulle part. Mais du coup, voilà, donc ils étaient un peu en plein envol, on va dire. Et donc, d'un coup, ils disparaissent du jour au lendemain sans trop l'annoncer, quoi. Et donc, on se pose surtout des questions en termes de SAV, forcément, en termes de suivi des produits. Et effectivement, les gens. Je suis surpris pour cette marque. Moi, j'avais tendance à y croire. Parce que c'était très agressif. Et on sait quel groupe est derrière. C'est BBK qui est derrière Electronics. Et donc, ils ont les moyens de pousser. Donc, je suis très, très surpris de voir ce qui se passe sur la France avec Realme. Donc, on est encore en train d'enquêter un peu pour savoir vraiment ce qui va arriver à la marque et un peu essayer de rassurer aussi sur les SAV, enfin savoir, voilà. En l'état, moi j'avoue que j'aurais tendance à dire, acheter un smartphone Realme, je sais pas si c'est une très bonne idée en ce moment du coup, mais parce que voilà, la question des mises à jour et tout, on verra. Tu nous diras au fur et à mesure de l'enquête, tu vas nous en parler pour savoir si vraiment c'est la clé sous la porte ou c'est une toute petite. Il y a déjà des réponses de Realme tout, enfin je vous invite à aller sur Frandroid, sur Twitter.
Et puis je vous invite à aller lire sur Android. Du coup, il y a tout en détail. J'ai fait ça de façon très succincte. Mais oui, mon petit Cassim. Au Taxou, je te laisse le choix pour faire ce que tu veux, mais tu as 3 minutes. Ça va être très simple. Merci, parce qu'en fait, il y a évidemment on parlait de tendances de MWC. Les tendances sont aux écrans pliants. On a pu du coup aller chez Samsung Display qui avait son propre stand. Hallucinant. Rappelons que Samsung Mobile n'est pas Samsung Display et inversement, Samsung Display va aussi vendre ses écrans chez Oppo, chez Apple, chez littéralement tout le monde en vérité, à peu de choses près. Et c'est surtout un moyen de souligner à quel point, du côté de chez Samsung Display, on croit aux pliants comme pas permis. C'est incroyable. On a vu évidemment les écrans pliants qu'on avait déjà vus au CES, à savoir ça peut se déplier, replier sur plus d'une zone, etc. Mais ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est surtout que en fait, sur le stand Samsung Display, ça représentait peut-être 75% de l'espace. Tout le reste, alors que Samsung Display fait des télés, fait des trucs comme ça, ils étaient là, non, on va parler des pliants, et c'est vraiment que ce qui les importait. Pliants et automobiles. Pliants et automobiles, effectivement, c'est un peu les mêmes, les mêmes marchés quelque part, parce que du coup, le pliant va aussi se permettre de s'adapter à pas mal d'habitacles. Il y avait également un écran déroulable et enroulable, mais pas intégré à un produit, donc ça servait pas à grand chose. Preuve s'il en est que les ingénieurs de Lenovo ont fait du très bon travail. Mais il y a un truc que j'ai pu souligner grâce à ce petit stand, c'est qu'on voyait aussi la dernière génération de capteurs sous écran, à savoir la Samsung UPC+, sauf que c'est celle qui était déjà intégrée au Galaxy Z Fold 4. Et c'est là où je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait, est-ce que vous vous souvenez que quand même le capteur sous écran, le tout premier, la présentation, c'était en 2019. Ça fait 3 ans qu'il y a cette supposée évolution sur le marché et que rien n'a changé. 3 ans. Alors que, évidemment, dès qu'il y a une grosse évolution, on parle de recharge rapide ou de trucs comme ça, t'attends 6 mois avant que ce soit adopté par tout le monde. Là, ce qui devait être normalement la dernière grande tendance du marché, quand en 2020, le Axon 20 5G est sorti, soit le premier smartphone qui a intégré un capteur photo sous écran, et en fait, 3 à 4 ans plus tard, on est un petit peu obligé d'admettre que c'était un peu la tendance maudite. Clairement. Je suis un peu surpris aussi là-dessus. Moi, j'avais tendance, justement, à y croire un petit peu. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, la communication s'est faite de beaucoup moins forte. On parlait presque plus. Et là, en effet, Samsung Display présentait, comme je peux appeler, un vieux modèle, quelque part. C'est le vieux modèle qu'il y a dans le dernier Fold. Alors après, ils présentent ça généralement dans une conférence en août. Mais quand tu fais le constat qu'en 3 ans, rien n'a changé, sur un marché comme ça, c'est compliqué. Bon. Industriellement, c'est compliqué. 2023, au Taxou, tu restes bien dans les parages. Tu t'agrippes à ton micro, on envoie un gros jingle que j'aime bien. C'est le moment où on va décrypter les choses. C'est le moment où vous allez essayer de nous comprendre. Enfin, le comprendre. Enfin, nous, en jingle. Encore une rubrique extraordinaire. Alors, au Taxou, on va décrypter quel mot aujourd'hui pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Alors, j'ai choisi aujourd'hui le mot SOC ou SOC, comme on l'appelle généralement. Pourquoi ? Parce que c'est une notion qu'il est important d'avoir aujourd'hui, et particulièrement dans l'évolution de l'outil informatique en général. Alors, pourquoi je vais vous parler de SOC ? Déjà parce qu'on a tendance à confondre ce terme avec processeur ou CPU. Mais il faut bien comprendre que SOC, pour System on Chip, est une version, améliorée, différente, l'avenir réellement. Le processeur, on l'utilisait un peu pour déterminer la puissance brute d'un appareil, ou du moins le centre des opérations. Aujourd'hui, on va parler de SOC. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui est un processeur aujourd'hui, ce qui est vraiment au centre du système, c'est une seule puce qui intègre 14 000 puces, dont le processeur dont on parlait auparavant. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est le Snapdragon 8 Gen 2, où vous avez l'Adreno, qui est la carte graphique intégrée directement sur la puce, le Cryo, qui est le processeur, le Spectra, qui est celui qui gère les photos. Vous avez le modem 5G, vous avez même la mémoire qui est partagée entre absolument toutes ces puces, toutes ces zones-là. Et c'est pour ça qu'on a dû créer un nouveau terme pour parler en fait des puces qui sont intégrées dans nos appareils, à savoir SoC pour System on Chip. On a tout un système intégré à une seule et même puce. Ne pensez pas que ce terme n'est bon que pour les smartphones ou même les produits ARM, même si c'est souvent le cas, évidemment, puisque les produits ARM sont ceux qui doivent le plus miniaturiser les choses. Votre processeur, comme vous l'appelez dans votre système informatique, votre unité centrale ou quelque chose comme ça, que ce soit Intel ou AMD, a bien souvent une puce graphique intégrée. Les Intel HD,
c'est en fait un SoC quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, quand on parle de processeur, ça va généralement être une seule et même partie d'un SoC. Donc faites bien attention à ne plus faire cette erreur. Aujourd'hui, on va parler de SoC, System on Chip. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est incroyable parce que non, mais vraiment, même moi j'ai compris. Non, mais c'est vachement. Non, c'est super. Si vous avez des questions. Non, mais c'est vraiment ma chronique préférée parce que je trouve ça vachement important. J'adore la faire. Parce que si on regarde l'émission depuis le début, on a quand même employé des tas de termes, tous, de tous les côtés. Et c'est bien qu'on fasse le point et qu'on dise voilà, ça veut dire ça. Donc on va essayer de te trouver un nom comme une sorte de Géo trouve tout, un truc comme ça, parce que non mais il faut trouver un nom quand tu commences comme ça. Oui, c'est cela. Géotaxou, c'est pas mal. Voilà, Géotaxou. Qui a sorti? C'est toi? Je me nomme moi-même. Mais quel esprit, je peux même pas lutter. Attends, les bons plans, mais pris. Je peux même pas lutter. Je ne peux pas lutter aussi quand il y a des tests, parce que c'est très important maintenant. On va faire des tests. Jingle, messieurs, en régie, s'il vous plaît. Captain, ça va être la séquence comique. Et oui, en comique, je sais pas, on va voir un peu. Puisqu'effectivement, on a décidé de tester le Bing Chat, cette fameuse intégration du ChatGPT d'OpenAI dans Bing. Alors, c'est rajouté partout, mais là, on va parler en particulier de son intégration dans Edge et dans l'application Bing, parce qu'elle existe sur Android. Alors, Bing Chat, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette intégration. Il y a la nouvelle version de GPT, donc le langage d'OpenAI à l'intérieur, qui permet de donner, donc de faire un assistant intégré au moteur de recherche. Et là, vous le voyez, ça c'est sur Edge. En fait, maintenant, quand vous êtes sur Edge et que vous faites une recherche, pour peu que vous soyez connecté, parce que c'est sur invitation, je ne suis pas sûr que tout le monde y ait encore accès, vous avez sur le côté un petit encart qui apparaît avec la réponse de Bing à votre question et vous pouvez, avec un bouton, accéder directement au chat et commencer à discuter avec lui. Alors, il y a eu un début difficile, hein. C'est un moteur qui au début mentait, t'insultait éventuellement et faisait preuve de chantage émotionnel, mais depuis Microsoft a décidé un peu de le brider et vous allez le voir, c'est effectivement beaucoup plus simple. Pour le brider, en fait, ils ont fait un truc très simple, c'est qu'ils ont limité le nombre de réponses. Tu peux discuter avec lui, mais maintenant c'est limité à 10. Donc 10 échanges entre lui, 10 questions-réponses. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, le moteur commence à être confus et c'est ça qui posait des problèmes. Et il se perdait dans la conversation et c'est là qu'il partait vraiment en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc, à quoi... Donc, ils ont stoppé quand ça devenait drôle, quoi. De quoi? Oui, t'inquiète pas. Donc, l'appli Bing sur Android, alors c'est très simple, vous avez une application qui affiche des boutons comme d'habitude, et là, vous avez le bouton Bing, un message de bienvenue en haut de l'écran qui te propose de trouver des réponses sur le web, et une nouveauté qui est apparue la semaine dernière, c'est que désormais, tu peux choisir la personnalité de ton IA avec qui tu discutes. Tu peux lui proposer d'être créatif, équilibré ou précis. Alors, j'ai testé de nombreuses fois, j'ai compris à quoi ça correspondait. Équilibré, il va te proposer des réponses, il va être un peu prudent. Précis, il va être extrêmement prudent. C'est-à-dire qu'en gros, il va botter en touche dès que vous essayez de lui poser une question où il n'est pas certain qu'il va vous donner les bons résultats. Et il va vous dire, par exemple, tu cherches une info, il va te dire, tenez, ça, si vous voulez les breaking news, eh bien, vous avez le site de France Info, le site de BFM, etc., etc. Par contre, le mode créatif, les amis, le mode créatif, en gros, c'est... Si le moteur n'a pas de réponse, il va simplement te balancer, à mon avis, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au besoin, il va inventer. Il est créatif, il va te... J'ai extrêmement peur de l'équipe de l'apéro du Captain face au mode créatif de ChatGPT. On a fait des belles choses, malheureusement, ce n'est pas Safe for Work, et donc vous ne l'aurez pas ce soir. Mais si vous voulez écouter le podcast qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qui n'est pas en ligne, vous en aurez une idée. Et puis, tu as un bouton aussi de chat vocal. Donc, tu peux discuter avec lui et avoir... en vocal et avoir les réponses en vocal, ce qui en fait un assistant comme Alexa, etc. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir du tout. Ce sera dur après de revenir sur des assistants personnels une fois que tu as testé l'intelligence artificielle, parce que les conversations sont beaucoup plus naturelles. Il y a le patron de Microsoft cette semaine qui a dit que Cortana, Siri et tout ça, c'était un peu des débiles et qu'il fallait passer à et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, tu as raison, quand tu testes, ça n'a plus rien à voir du tout. Et tu as aussi un bouton de remise à zéro, et c'est assez important, parce que ce bouton de remise à zéro, en fait, il te permet de repartir et donc de limiter les 10 conversations. Tu repars sur une base clean. Alors maintenant, on a fait quelques tests, évidemment. On va commencer par poser une question relativement simple. La réponse va être générée. Recherche de base, le journal du hardware. Je me suis dit, tiens, on va prendre un exemple qu'on connaît. On va tester le journal de hardware. On va demander, effectivement, qu'est-ce que c'est. Alors avant ça, quand tu tapes
journal du hardware. Vous allez peut-être voir, l'autocomplète est un peu chelou parfois. Est-ce que, Borvo, tu peux nous mettre cette autocomplète fantastique que je vous ai trouvée, où effectivement le truc c'était le journal du hardware est, ce que je lui ai expliqué en gros, qu'on avait changé, et il avait autocomplété en est une ordure. Alors je ne sais pas pourquoi, si tu veux, Le Père Noël, peut-être. Oui, mais je pense que oui, c'est ça. Voilà. Le Père Noël. Et c'était assez incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a proposé ça. Donc, première recherche au journal du hardware, j'ai fait 3 échanges avec Bing et je peux vous dire tout de suite, c'est pas terrible. Donc, sur 3 échanges, on repère déjà quelques problèmes. Premièrement, Bing indique que le JDH est une émission de jeuxvideo.com et Gaming Live. C'était le cas avant, ce n'est plus le cas. Dommage. Qu'on peut le voir sur YouTube ou sur le site jeuxvideo.com, mais il me dit, par contre, quand j'ai demandé, il me dit, non, il n'y a pas de live, ça n'existe pas. Non, ce n'est pas le cas. On ne sera jamais reconnu nulle part. On ne sera jamais reconnu nulle part. On a beau essayer. Alors, je lui dis, ok, c'est en replay. Est-ce que tu peux me dire où tout voir le replay? Il fait, pas de souci, je te le dis. Ça date du 5 mars. C'était presque ça. Je crois qu'il a été posté 4 mars. Et c'est un numéro qui parle de l'évolution des OS/PC. C'est faux. Et je lui demande, il me dit, voulez-vous voir le replay? Je fais ok, vas-y, montre-moi le replay. Il met un lien YouTube qui évidemment est cassé, ça marche pas non plus. Donc il y a quelques efforts à faire, clairement. Très bien pour un moteur les de recherche. efforts, soit sur ça, soit sur nous. C'est aussi les 2 efforts. En fait, je crois que Qui est l'ordure de l'équipe, je crois que le problème principal de Bing, c'est qu'en fait, il est basé sur le moteur de Bing, qui honnêtement n'a jamais été fantastique. Bah non. Et effectivement, il a du mal à faire ça. Alors, truc marrant, je lui ai fait remarquer son erreur. Je lui ai dit, non, tu t'es trompé, etc. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux apprendre de ce que je t'ai expliqué? Donc, je lui ai dit, maintenant, c'est sur Twitch, etc. Il me dit, non, je peux pas apprendre. Mes résultats, je les récupère sur le net. Par contre, je ne peux pas apprendre de ce que les gens me disent. Tant mieux. Ça évite qu'ils deviennent problématiques très rapidement. Effectivement. Sauf qu'en fait, en réalité, j'ai refait une autre recherche 10 minutes après en mode créatif. Et ce coup-ci, il m'a sorti, effectivement, c'est Pépé Garcia, ce qui s'était trompé dans les animateurs. Il m'a dit, oui, c'est Pépé Garcia je ne sais pas s'il s'est corrigé lui-même ou c'est juste qu'il est cherché une autre source. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un délire d'infostore dans ton cache? Ah ouais, je vois d'ici, parce que je vois mon acronyme. Logiquement non, puisque justement la conversation a été remise à 0 et clairement il ne sait pas de quoi tu parles, tu repars à 0. Alors je ne sais pas, mais je vous verrai les screenshots, c'est assez étrange. Alors donc en mode créatif aussi, il m'a proposé de connaître la prochaine diffusion. Je lui ai dit, ah bah oui, tiens, quelle est la prochaine diffusion? Et là il m'a dit que c'était le 13 mars à 18h, un lundi, je ne sais pas pourquoi, que c'était le 137e épisode, c'est pas le cas, et qu'on allait parler d'un comparatif des meilleurs claviers mécaniques et un focus sur l'Intel Core i9 12900. Je ne sais pas du tout. Mais comment est-ce qu'il a pu trouver ça? Vraiment. Cassim, il a les claviers mécaniques avec lui, donc comme vous voulez. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. Sinon, on se retrouve du coup le 13 mars. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a une idée alors. C'est fou parce que le truc, il n'y avait pas un seul truc juste et c'est vraiment sorti de nulle part. Quoi. Il a changé la programmation. J'aime bien parce que tu as en régie, tu as notre super Florian, il me vole mon travail. Il nous vole notre travail. Exactement. Voilà, référence. En fait, tout dépend effectivement de ce que Bing trouve sur le moteur de recherche Bing. Et quand tu lui demandes des choses un peu plus précises, comme par exemple, qui est Otaksu, eh bien, il sait répondre. Et là, je l'ai en audio. Vous allez pouvoir l'écouter. Bonjour, c'est Bing. D'après mes recherches, Otaksu est le pseudonyme de Maxime Lancelin-Golbery, un journaliste indépendant spécialisé dans la high-tech, le jeu vidéo et la pop culture. Il est aussi chroniqueur sur le stream, fondateur de legrandpop.fr et streamer sur YouTube et Twitch. Co-fondateur. Il aime les jeux de combat, la douceur et la joie de vivre. Non, mais c'est génial. Mais la fin est fausse. Alors, comment te dire qu'il a accès à mon compte Twitter, parce que c'est ma description en fait. Voilà. Oui. Mais c'est déjà ça, écoute. Mais c'est propre. Faut savoir que Bing va vachement sur Twitter pour se prendre des informations, parce qu'en fait, ils ont un partenariat depuis de longue date pour indexer Twitter en permanence chez Bing. Et je me suis dit un truc aussi, c'est qu'étant donné que c'est Microsoft et que Microsoft, c'est LinkedIn, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien aussi avec LinkedIn. C'est les deux. Oui, parce qu'il y a des infos là que Oui. Et donc, qui doivent être sur mon LinkedIn. Et donc, du coup, en fait, en réalité, si les sources sont propres, eh ben, je pense qu'il peut te sortir effectivement un truc plutôt pas mal. Alors, côté actualité, c'est la roulette russe, donc évitez, parce que. On a un petit peu pas perdre le temps, parce que j'aimerais essayer de faire passer Cassim, parce qu'il a une jolie matos. On termine sur 2 trucs. Yes. Je lui ai demandé 2 choses. Écris-moi un tweet comme Pépé Garcia. Oula. Et il m'a écrit un tweet comme Pépé Garcia. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran vite fait. Est-ce que quelqu'un peut le lire, parce que c'est un peu petit. Coucou les amis. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy S25, c'est ça?
monstre de puissance avec un écran pliable et une batterie qui dure une semaine. C'est du lourd. Regardez la vidéo pour le savoir. Donc il sait effectivement prendre une personnalité. Je crois que je vais tester, ça va me Il manque reposer. les fautes du dictaphone. Non, par mais contre, il y a une idée. Il y a l'idée. Allez, on est prêt pour dormir. Et dernier truc, je lui ai demandé, parce que c'est le mode créatif, c'est au final c'est ce qu'on préfère tous, je lui ai demandé de faire une fable sur le rachat de Twitter par Elon Musk et il m'a fait effectivement une fable. Merci Bing. Le milliardaire et le réseau social. Un milliardaire qui aimait l'innovation voulait s'offrir un réseau de communication. Il pensa à Twitter qui était très populaire. Et il fit une offre qui ne se refuse pas. Mais une fois maître du réseau social, il voulut tout changer selon son idéal. Il renvoya le patron et ses associés. Et il imposa ses règles et ses idées. C'est génial. Les utilisateurs de Twitter n'étaient pas contents. Ils n'aimaient pas les changements du milliardaire. Ils se sentirent trahis et manipulés. Et ils décidèrent de quitter le réseau sans se taire. Le milliardaire vit son empire s'écrouler. Il vit son influence et sa fortune diminuer. Il vit son rêve devenir un cauchemar. Et il vit son erreur trop tard. Moralité, qui veut tout changer finit par tout gâcher. Est-ce que cette fable vous convient? Écoute, elle me convient pas mal, effectivement. Parfait. Donc, pour terminer là-dessus, voilà, honnêtement, c'est un outil qui, à mon avis, va changer la façon dont faire chercher Internet. Musk. Par contre, c'est pas encore tout à fait au point, ça demande encore du travail. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est impressionnant le poème. C'est le mode créatif qui est le plus impressionnant. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour ton petit test? Je peux flex. Il n'y a pas de souci. On enchaîne du coup sur. Oui, j'ai pas pu le ramener en plateau parce qu'il fait 45 pouces et qu'il est beaucoup trop grand. Ouais, moi, j'ai fait exprès pour. Je pensais que tu allais tout là, moi. Moi, je dis petit joueur, mais vas-y, je t'en prie. Mais bon, on a les photos, bien sûr, de notre excellent test sur Frandroid, n'est-ce pas, qui a été publié cet après-midi. Non, cette fois, c'est moi, c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai testé. Du coup, c'est le Corsair Xeneon Flex, un écran assez. En fait, ce qui est cool, c'est que sur les écrans de PC, il y a quand même vachement d'innovation depuis quelques mois. On avait eu l'Alienware qui était en QD OLED et là c'est un deuxième écran qui nous arrive aussi en OLED. Cette fois c'est du LG Display derrière en termes de fabrication de la dalle et tout l'intérêt, tout l'avantage de cet écran c'est qu'il est à la fois plat et incurvé. Puisque tu vas pouvoir cric. C'est manuel, c'est pas motorisé. C'est totalement manuel. C'est pas motorisé. Tu vas le tirer sur les côtés pour l'incurver et tu vas entendre un clic qui va te dire c'est bon, tu peux arrêter. En 900 R, en 1000 R, tu sais en combien tu es? 800 R. En 800 R. Ouais. Ou au total, du coup, tu le replies après, enfin tu le repousses et ça redevient totalement plat. Ce qui permet, quand tu es en incurvé, de pouvoir profiter par exemple des jeux vidéo avec une meilleure immersion. Et quand tu es en mode plat, de pouvoir travailler de l'imagerie, par exemple, sans avoir des détériorations de mise à l'échelle, tu vois, en incurvé, quand tu veux travailler de l'image ou de la vidéo, par exemple, c'est pas approprié. Donc c'est un peu l'avantage de la chose. Je dois dire quand même que c'est un excellent écran parce que c'est de l'OLED de chez LG Display, que je crois que LG Display, ils s'y connaissent un petit peu en écran OLED. Ils savent les plis, les courber en plus. Et ils savent les courber en plus. Donc c'est du 45 pouces en 3440 par 1440 pixels. C'est le seul petit bémol que j'ai trouvé à cet écran, c'est que du coup, en termes de densité de pixels, c'est un petit peu léger. Sur un 46 Sur un 45 pouces, ouais. C'est plutôt une définition qu'on trouve sur du 34 pouces. Et combien de taux de rafraîchissement, du coup? 240 Hz par contre. Donc oui, mais enfin, ouais, mais oui. Un écran gamer aujourd'hui, s'il est en dessous de 240 Hz, ça la fout mal quand même. Ouais, je comprends le choix, même si bref, effectivement. en tout cas, du coup, de fait, en tout cas, on y perd, en tout cas, en qualité d'image sur la densité de pixels, on voit un peu les pixels, surtout que c'est une sous-matrice WRGB, donc avec du white. Du white OLED, c'est le white OLED. Et du coup, on perd un peu en finesse d'écriture, je trouve, sur le texte, quoi, on va dire. Cela dit, une fois qu'on a mis ça de côté, le petit manque de densité de pixels, on a du 240 Hz, on a du G-Sync, on a du FreeSync, on a surtout du HDR 1000. Alors du HDR 1000, nous, dans nos mesures, on était plutôt à du 700-800 nits sur du 1% d'écran. Ils m'énervent, ils prennent le pic de luminosité. Toujours. Ils le font toujours. Même en essayant de mesurer le pic, nous, on n'a pas réussi à reproduire les 1000 nits quand même, même en pic sur une petite zone.
Mais nous, on a plutôt trouvé du 700-800 nits en pic sur une petite zone. Il n'empêche que c'est très impressionnant. Tu lances du Ori and the Will of the Wisps, par exemple. Vous avez mesuré la latence ou pas? Vous avez eu le temps de le faire sur la latence? La latence est assez exceptionnelle. Je vais te retrouver la mesure, mais c'est 2,5 millisecondes parce que 240 Hz. Waouh, c'est un très beau résultat. Oui, c'est excellent. Avec du 240 Hz, tu n'as quasiment aucune latence. Voilà, donc c'est plutôt bien. Également, ce qui est plutôt cool, c'est le pied alors du coup, le pied est plutôt facile à monter, plutôt facile à manipuler. Et il intègre un hub USB assez complet qui se branche en USB-C avec ta machine. Alors il y a l'adaptateur USB-A si tu as besoin pour un PC classique. Mais si tu as un PC portable type MacBook, tu te branches en USB-C et il recharge la machine. Il sort la vidéo et il sert de hub aussi USB, donc il fait la totale avec un seul câble, donc c'est quand même... J'ai une question, quand tu le manipules comme ça, il vient pas vers toi, je veux dire, il est bien fixé au sol? Non, le pied est assez lourd, voilà, donc ça marche assez bien. Tu le tires vraiment à fond, bien sûr, tu peux le tirer, tu peux estimer la force, tu peux le tirer vers toi, voilà. Mais il faut y aller. Honnêtement, non, ça va, tu le traînes pas avec toi, le pied est assez lourd. D'ailleurs, c'est peut-être un dernier défaut sur cet écran, c'est le fait que du coup, il n'est pas compatible VESA, donc c'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser voilà, il est complètement conçu pour avoir son pied et du coup, le petit bémol, c'est que le pied n'est pas ajustable en hauteur. Il est seulement ajustable en inclinaison, mais il n'est pas ajustable en hauteur. D'accord. Bien bon, mais c'est combien tout ça? Et c'est vrai qu'on pose des questions. 2400 €. 2400. Ce qui est à la fois cher et en même temps pas non plus complètement hors de prix pour une vitrine technologique, mais l'Alienware qui est en QD OLED coûte 2 fois moins cher quand même, il coûte 1100 €. Le test est sur Frandroid? Le test est sur Frandroid dans les détails, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est magnifique. Messieurs, désolé Nanix pour les bons plans, on verra ça la semaine prochaine, je suis confus. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais non, mais messieurs, voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci d'avoir assisté au JDH, on se retrouve en replay. Merci Pépé. Merci à la bande Crash la mort, plein de news. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous et tout. Oh là là, et dans peu de temps, je grimpe à toute vitesse. Et je remercie la régie aussi, à toutes les personnes qui travaillent avec nous. Et je monte au récap, plein de trucs formidables. Allez, ciao, à très vite. Merci, des bisous.